Salut à tous et bienvenue dans Le Vestiaire, le concept unique signé RMC Sport, l'émission sans journaliste qui donne la parole aux acteurs du sport. Un vestiaire 100% MMA aujourd'hui, alors que se profile vendredi la plus belle carte de l'histoire d'Hexagone MMA. L'organisation française frappe fort et continue de mettre en avant les futures stars de la discipline en France. Et ils sont avec nous ce soir. Il est l'un des combattants français les plus suivis sur les réseaux sociaux, mais ne le résumez pas pour autant à son statut de youtubeur. Il travaille d'arrache-pied depuis des années pour se faire un nom. KO le plus rapide de l'histoire d'Hexagone, il est déjà l'une des stars du MMA français. Merci d'accueillir Paul Denis Navarro, alias Paul Dena. Salut Paul. Salut, ça va? Ça va très bien. 22 ans seulement et déjà tout d'un grand vice-champion du monde amateur. Il enchaîne aujourd'hui les combats en pro avec une ambition, choquer tout le monde à chaque fois. Finalement absent de la carte vendredi après le forfait de son adversaire, rassurez-vous, il sera très vite de retour. Aussi humble en dehors que prodigieux dans la cage, Samba Sima est avec nous ce soir. Salut Samba. Salut à tous. Il se surnomme lui-même l'arracheur de rêves et ça vous pose le personnage, véritable touche-à-tout. Il collectionne les ceintures en amateur et rêve d'en faire autant en pro. Il aime beaucoup parler, oui, mais il aime surtout répondre dans la cage. Exit Cédric Doumbé, la grande gueule du MMA français est là. Wally Tandia est dans le vestiaire. 5 victoires en pro, dont 4 par KO. Lui n'a pas de temps à perdre. Il soigne autant ses entrées dans la salle que ses finishes dans la cage. Véritable guerrier, ce fan de Walking Dead a des têtes à couper et peut-être aussi des choses à prouver. Il a tout mis de côté pour se consacrer entièrement au MMA. Ne cherchez pas, cet homme-là est en mission. Voici Théo Ulrich. Salut Théo. Salut. La tradition, messieurs, dans le vestiaire, c'est généralement une petite anecdote. Mais juste avant, je voudrais vous présenter le concept. Parce que cette émission, c'est la vôtre. C'est vous qui allez la faire. Moi, je suis là que seulement pour vous guider. Je suis toujours là, pas loin, ne vous inquiétez pas. Mais cette émission, c'est vous qui allez la faire. Le tout dans une cage, comme ça, vous n'êtes pas dépaysés. Car vous serez tous, ou presque, au Zénith de Paris vendredi pour l'Hexagone MMA 34. Une soirée qui s'annonce exceptionnelle avec la plus belle carte de l'histoire de l'organisation française. La Ligue des Pépites revient à Paris pour la carte la plus dingue de son histoire. Dans un zénith en feu, toutes les pépites du MMA français vous donnent rendez-vous sur RMC Sport. Superbe soirée de MMA. Au programme, le premier main event chez les pros du phénomène Paul Dena. Il fait tout très bien, Paul, c'est magnifique. Un énorme test pour le guerrier des guerriers, Théo Ulrich. Qui est passé. Il y aura aussi Wally Tandia, la nouvelle grande bouche du MMA français, toujours invaincu chez les pros. Je suis chaud, je rentre dans la cage. Quelle victoire! Hexagone 34 au Zénith de Paris. Les pépites prennent le pouvoir. Vendredi en direct sur RMC Sport 1. Et on sera évidemment en rendez-vous sur RMC Sport comme toujours. La tradition, je vous le disais messieurs dans le vestiaire, c'est généralement que chacun raconte une petite anecdote pour commencer. Pourquoi pas votre meilleur souvenir de MMA par exemple, que vous avez vécu ou quelque chose auquel vous avez assisté. C'est à vous de choisir, mais on veut de l'anecdote croustillante. Allez Paul, c'est toi qui te lances. T'as vu à mon visage que j'avais déjà l'anecdote en tête. Ouais. C'est très marrant parce que je l'avais oublié cette anecdote et j'y ai repensé il y a quelques jours parce que j'en ai parlé avec un poteau. Ouais. Avant, lorsque j'ai commencé la MMA, pendant un temps, je suis parti en Irlande m'entraîner pendant le Covid. Période compliquée. Et quand je suis revenu en France, il y avait le Covid, j'avais des petites galères, je cherchais à combattre absolument. Je voulais vraiment combattre parce que je m'étais entraîné pendant longtemps et j'étais prêt à tout pour combattre. J'avais trouvé un combat sur Instagram. Je me souviens, j'étais chez mon père et tout, je cherchais par message. J'avais trouvé ce combat-là, mais c'était un vieux truc sur un compte Instagram en mode vraiment random, tu vois. Je me suis dit, vas-y, on y va, let's go. Et je voulais trop combattre, donc je suis monté à Paris pour ça. Ouais. Et j'arrive, c'était en Ile-de-France, c'était en bordure de Paris. Ouais. Je sais même plus où, bref. Et j'arrive dans un dojo. Le dojo, il était trempé pour les tout premiers abonnés, ils doivent s'en souvenir, mais c'était il y a vraiment longtemps. Et le dojo, il était presque inondé, tu vois, c'était une espèce de cave en dessous. Et je sais pas si c'était anecdote longue ou anecdote courte, mais elle est un peu longue. Ça prend 2 secondes. Et donc voilà, je fais le combat contre le gars, machin, ça dure 1 minute. Et donc je gagne, trop content. Et j'étais allé avec 2 potos à moi. Et en fait, l'arbitre, c'était un peu le coach du gars que j'affrontais. Ouais. Mais c'était un gros gabarit, tu vois, c'était même plus lourd que toi. Mais justement, je crois que tu parles de celui-ci. Où t'es parti avec Azael et c'était un... Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est encore avant, c'est vraiment les tout débuts. Ouais. Et donc là, je gagne contre ce gars et en fait, je parle après avec l'arbitre qui est en même temps le coach du gars et il veut que je fasse une revanche contre lui. Et genre, il faisait 85 kilos, 90 kilos, tu vois, il était un bon gabarit. Et je fais... je crois que c'est... Bref, plus tard après, je rentre sur Rennes, chez moi.
Et par message, on discute et il veut absolument sa revanche. Je lui fais, gars, tu me fatigues, ça y est. Si tu veux vraiment que je vienne, tu me payes. Minimum, je crois que je lui avais dit 750 ou 1000 balles. Je lui dis vraiment un gros chiffre, j'avais la flemme d'y retourner. Vraiment, j'étais chaud de le faire, mais j'avais la flemme. Et du coup, il me dit, on s'arrange sur 750 €. Je fais, ok, vas-y, bah, je viens. Tu l'avais gagné le combat? Ouais, je l'avais gagné. Du coup, je remonte sur Paris quelques semaines après. Le gars, on se retrouve que tous les deux. Je le connaissais à peine, tu vois. On retourne dans le même dojo. On fait le combat, mais en fait, c'était un combat de MMA. Lui, il pouvait pas me frapper. Il pouvait que être au sol. Il faisait beaucoup de JB, des clés de jambes. Et moi, je faisais du MMA. Et t'imagines, on ouvre le dojo un dimanche. On se tape que tous les deux dans le dojo. C'était une dinguerie. On se tape et tout. Il met l'argent sur le banc. Je le tape pendant 20 minutes, 20-25 minutes, je te jure, on avait mis le chrono. Au bout d'un moment, je lui dis, gros, je fais que te tabasser. Tu veux que je te fasse quoi de plus? Du coup, au bout d'un moment, il abandonne. Et du coup, je prends les 5, je lui ai laissé 250, je crois que j'ai pris les 500 balles. Je me dis, vas-y, déjà, merci pour les 500 balles. Et après, j'étais parti, on était rentré sur Paris en RER, on avait parlé d'Emma, mais c'était lunaire comme situation. Le mec m'avait payé pour que je lui pète la gueule. Franchement, en tout cas, cette histoire... T'as encore contact avec lui ou... Non, plus du tout, frère. Mais c'était une anecdote comme ça, mais ça m'avait choqué parce que le mec, il était vraiment déter pour prendre la revanche de son élève. C'était un combattant? Non, c'était un gars, il avait 27, 28, 30 ans, un coach de JJB, mais il voulait se péter avec moi, je sais pas. Et du coup, après, j'avais pris mes 500 balles, j'étais content. Ah, gars, frère, 500 € dans la poche, c'est bénéf. Hein. Très plaisir, très plaisir. Un dimanche comme ça. Petite anecdote. Incroyable. Une anecdote ou une histoire? Parce que Polo nous a pas prévenu. Ouais, non, moi, c'est une histoire aussi. Une histoire, c'est une histoire, en plus, t'étais là, mais toi, t'étais pas là. C'était aux IMAF les derniers. Albanie ou Non, au Ouzbékistan. Moi, c'est un truc qui m'a marqué, c'est quand j'ai perdu en finale contre l'Ouzbek. Avant ça, il y avait toutes les caméras. Tu sais, quand tu gagnes, il y a les gars, performance of the day, ils sont là, ils te mettent en avant. Et dès que la décision elle a été donnée, on est monté sur les trucs là où ils ont remis sur les podiums où ils ont remis la ceinture. J'ai vu toutes les caméras, elles étaient sur nous. Dès que je suis sorti, elles ont fait ça, boum. Elles sont allées sur le gars. Et je me suis dit en fait, c'est un monde cruel. Parce que quand t'es fort et que t'es là, tout est là à toi, t'as la lumière, t'as les médias. Mais quand tu perds, tout part. Et je suis passé comme ça, toutes les caméras étaient vraiment sur lui. Or que la veille, les précédents jours, tout était sur moi. Et je me suis dit en vrai, c'est cruel, mais voilà, faut finir. Voilà, c'est ça. Donc faut être prêt mentalement à redescendre. Et c'est ça que tu retiens toi? C'est ça que je retiens. C'est qu'il faut pas être. Le monde est méchant. Ah ouais. Le monde est méchant. Non, faut être prêt. Exactement. C'est comment? Surtout tu dans vois où la j'y vais? Vas-y, va. Anecdote. Vas-y, va. Moi, anecdote, en vrai, du MMA, j'ai pas vraiment d'anecdote en vrai. Arrête. Bon, anecdote, en fait, ça dépend si tu veux une histoire marquante dans le MMA. Ouais, un truc qui t'a marqué, un truc que ça soit marrant ou un truc qui t'a marqué. Un fight drôle. Je te dirais peut-être non, j'ai rien les gars. En vrai, moi je pense le truc au PEF là. Ah, mais après ça c'est magnifique. Non, ça. mais attends, ça c'est une anecdote. Non, mais tu dis. Mais ouais, c'est une belle story, c'est une belle story. En tout cas, dans mon parcours amateur, c'est celle qui ressort le plus. On va voir s'il donne tous les détails. Non, en vrai, moi tranquille, moi de base ce combat, je dis à l'adversaire, il m'a dit Boafia, je lui dis non, prends pas ce combat-là. Ce combat-là, je suis sûr, certains de moi, tu n'es pas prêt pour le prendre. On se voit à plusieurs reprises. Au premier PEF, genre 1 an avant, on se voit. Je lui dis, mon gars, t'es pas prêt, laisse, je passe bientôt pro, mon gars, je te préviens. Je te fais un avertissement. Pas grave, tu veux pas l'entendre. Il prévient avant. Moi, je préviens. Je remonte à Lille pour faire le shooting de la ceinture. Je le retrouve, il me dit, mais c'est à moi la ceinture, etc. Je fais, la ceinture, c'est moi qui l'ai gagnée. C'est bientôt fini pour moi, tu pourras aller la prendre. Mais pour l'instant, c'est pas pour toi. Pas grave, il continue, il reste dans le même délire. Je te jure, j'ai voulu le préserver comme un petit rêve, tu vois. Tu montes un cheminot, ça fait longtemps, tu vois, ça fait longtemps qu'on est dans le sport, quoi. C'est-à-dire, vas-y, tranquille, je laisse le temps passer. Il va à la charge, il vient à la charge. Je me rappelle, j'ai un combat le 14 septembre au HFC. Je prends ma revanche, je mets un KO. Il était méchant celui-là. Celui-là était méchant. J'avais combattu le même jour. J'avais mis le KO en 5 secondes, je me souviens, on avait vu la vidéo. Tu vois, je mets un KO et après, j'ai le combat la semaine d'après. Je négocie avec SOEP, PEF, etc. Pas de soucis, etc. Moi, je suis prêt à enchaîner, je m'en fous. Ok, vas-y, on accepte. On est arrivé là-bas à Fight Week. Mais il faut savoir que moi, le milieu où je viens, c'est un milieu hostile. C'est-à-dire qu'il ne faut pas arriver dans un délire où tu cherches une confrontation. Vaut mieux arriver en mode pote. Comme ça, les gens, ils vont se dire, ah, c'est des potes, tranquilles, ils vont combattre. Mais quand tu viens en mode hostile, tout le quartier, il était là. 200 personnes, ils ont fait le déplacement. En carte. Tu t'imagines, en carte, ils sont arrivés. Moi, je crois que j'étais dans la salle, je suis posé comme ça. J'entends des bruits, des mortiers, des trucs. Je fais, c'est quoi? Je fais, mais les gars de chez moi, vaut mieux les laisser là où ils sont. Il y en a qui sont civilisés, d'autres, ils sont pas habitués à sortir. C'est-à-dire que vas-y, on fait la Fight Week, etc.
il y a le combat qui arrive. Et je sais qu'il rencontre Maïdine juste avant, avant le combat, etc. Je vois, il le taquine, mais ils vont vraiment au bout du truc. Tension va monter. Et je fais que, moi, en tant que combattant, j'aurais du mal à accepter ça. Ouais. Mais je vois de l'autre côté, je fais, en fait, avec du recul, je regarde, je dis, malheureusement, la pression qu'il a subie, elle n'était pas. Il y avait ma performance quoi, dans la cage, mais je pense que c'est surtout aussi tout l'engouement que ça a pris. C'est partie du jeu, tu es obligé de pouvoir combattre et de supporter la pression. Mais malheureusement, il ne faut pas parler autant. Moi, certes, ok, les gens ils me reprochent ou non, ou pas de parler beaucoup. Mais quand je parle, je fais beaucoup, j'ai un cheminement qui fait plus de 10 ans dans le sport de combat. Et au bout d'un moment, je ne me mens pas à moi-même. Tu vois, c'est mon personnage, je kiffe, etc. Il faut l'assumer derrière. Il faut l'assumer derrière. C'est ça qui vend les tu combats. vois, c'est ça qui vend les choses. C'est comme toi, quand tu as fait le combat à l'AEC, le combat au Taylor, tu vois, il a tout arraché. Il a fait une putain de performance. Et les gens, Paul, il a choqué les gens. On est obligé, au bout d'un moment, on fait un sport à... Il faut parler un peu, il y a la pression. Il faut mettre du obligé de performer avec la pression, sinon tu peux pas combattre. Mais voilà, en tout cas, pour l'anecdote, super FEF. Je pense que. Va au bout, frère, le combat, c'était comment? En vrai, après, le combat, il finit étranglement. Étranglement arrière, un peu prolongé. Très long. Mais je l'ai vu. J'entendais pas. Il y avait trop de bruit. Mais voilà, tu vois. C'était pas lâché. Mon combat, au final. C'était tellement bien l'événement. T'étais rentré avec un bon rappeur aussi. Ouais, exactement. J'étais rentré sur le son Triangle des Bermudes qui sont en train de tout casser, qui ont fait le titre chargé. Et j'étais rentré j'ai mis mes lunettes. Ouais. Et j'ai fait un remix et j'ai mis John Cena. Oui. John Cena, j'étais arrivé en mode Can't See Me. Wow, tes potes, ils ont pas volé du matériel ou Non. Ça, c'est faux. Il y a eu trop de diffamations concernant cette fake news. Non, en vrai, tout s'est bien passé. Au final, plus de peur que de mal. Et Mais les gens, ils savent pas forcément, c'est juste qu'il y a eu. Après, c'était un petit mouvement de foule. Oui, exactement. Mais c'était cool en vrai. Parce qu'avec la tension et l'engouement lorsqu'il a gagné le combat, c'était comme ça. En tout cas, je pense que le MMA français, après ça, il ressort grandi et plein d'histoires. Pour moi, ce truc, il rentre de Hall of Fame des combats. Bon, pro, je dirais pas pro parce qu'il y a l'UFC, etc. Mais en tout cas, en France, si on reste sur le territoire français, il est dedans, c'est sûr. La fight week du PEF, c'était incroyable. C'était incroyable. Moi, anecdote, c'était en amateur. Au MMA League, j'ai combattu avec une commotion cérébrale. Mais non. Ouais, je m'explique. J'avais pris Auguste. Et je sais pas, il me met un coup. Je sais pas si c'est un crochet ou percute ou par arrière, je sais pas. Et aucun souvenir. Blackout. Ah ouais. Même là, tout de suite, là, aucun souvenir. De tout le combat après? De tout le combat, même là, maintenant, là. Putain. Et j'arrive devant le médecin. Je lui dis, qu'est-ce que je fais ici? Et il me dit, t'es sérieux là? Je fais bah ouais. Il me dit mais là t'as combattu, là t'as gagné. J'ai fait quoi? Il me dit bah ouais. Je vois putain. Ouais, c'est ouf. Truc de ouf. Et j'arrive devant mon coach pour repasser le second tour. On s'échauffe et je sais pas, il me dit 1-2. Je fais. T'as vu? Et il me dit Théo, t'es pas là? Ça va? Je fais bah ouais, genre de ouf, t'as vu? Il me dit vas-y tape. 1-2. Et il me dit vas-y, mort. C'est mort. Ah, t'avais pas d'influx nerveux? Ouais, et j'ai aucun souvenir. Genre du fight, de la main levée, des coups que j'ai mis ou quoi, bah rien. Ça, c'est flippant, ça. Et c'est dû à quoi? Tu t'es pris un coup? Ouais, bah oui, mais je sais pas quoi. Et même là, j'ai blackout. C'est une dinguerie. Et bah, il s'avère que... faire gaffe et faire les bons examens. Après, pour revenir, faut prendre le temps de... Il s'avère que j'arrive à l'hôpital après, tu vois. Et il me disait, ouais, commotion cérébrale. Je fais, oh, putain. Ouais, c'est relou. T'as attendu combien de temps après avant de rentraîner? 2-3 mois. Ouais, c'est ça. Mais une commotion, c'est quoi? C'est dû à des coups? Ouais. En vrai de vrai. Ouais. Et, mais j'ai plein d'anecdotes comme ça. J'ai des coups accumulés. Par exemple, comme moi, je fais de la tachycardie ventriculaire aussi, tu vois. C'est quand le cœur, il palpite genre sec. Et il peut monter à 200 battements, 230 et tout. Et un jour, j'ai combattu à Marseille contre Hugo Poijol avec la crise. Ah ouais. Genre avant de monter dans la cage. Ouais, et la crise, elle peut durer 30 secondes, comme 1 heure, comme 30 minutes. Et je me rappelle, j'avais combattu vers les 19h. Ma crise, elle avait commencé à 18h. Et elle s'est arrêtée peut-être à 20h, 20h30. Et, Ah, sur 3 heures. T'as le feu vert médical quand c'est comme ça pour combattre? Ils t'autorisent, les médecins? En fait, comment dirais-je, en fait, c'est des crises naturelles, aléatoires. Tu vois, genre je peux parler comme ça, puis d'un coup, boum, 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 boum. C'est pas le stress. Non, du tout, c'est rien à voir. Je sais pas, être à l'école et d'un coup, boum, boum. C'est dingue, ok. Tu vois, et j'ai combattu avec la crise et j'étais en mode. Comment tu le gères ça? Du coup, t'as des médicaments? Ouais, j'ai des médicaments, ouais.
Et Donc ça doit te couper le souffle, hein, ça te prend ton énergie juste avant le combat. Pas de souffle. Et j'ai fait un combat dégueulasse, que du cash control, cash control. C'était la merde. Dingue, ça, putain. Ouais. Vous avez parfaitement compris le principe de cette émission. C'est super, je vais pas avoir à travailler ce soir, messieurs. On a la chance d'avoir avec nous celui qui sera le main event du coup de cette soirée. Paul, pour ton deuxième combat pro. Déjà un main event, tu as vraiment une ascension fulgurante. Il est loin quand même le temps de tes débuts sur YouTube, là, hein. Ça te paraît loin? Pas si loin que ça quand même, pas si loin que ça. Non, c'était mes débuts sur YouTube, mes premiers débuts, oui, mes vidéos YouTube quand j'avais 13 ans, 12-13 ans. Mais la chaîne YouTube que j'ai actuellement, ça fait 4 ans, 5 ans. Donc ouais, c'est il n'y a pas si longtemps que ça non plus, donc c'est une belle ascension, je suis content. Est-ce que tu en as marre justement qu'on te réduise un petit peu en permanence à ce rôle-là de youtubeur, qu'on t'en parle constamment? Est-ce que tu préférais qu'on parle seulement de ton côté fighter? Non, pas du tout. J'assume complètement ce côté youtubeur. Vous entendez les gars quand on parle, hein? Ouais, c'est vrai. Ouais, J'ai un doute. Non, tout le monde m'entend. Dans la boîte noire, dans une boîte là. Ok, très Tu vois, tu te fais guider par une je sais pas. Non, t'inquiète, on l'entend. Mais non, j'assume complètement ce rôle de youtubeur parce que c'est le cas. J'ai une chaîne YouTube, je fais des vidéos YouTube, donc voilà, je suis un youtubeur. Mais je suis avant tout le combattant qui fait de la création de contenu. Je préfère le dire comme ça. Ouais. Mais c'est une étiquette que j'assume complètement et c'est comme quand, je sais pas si Wally, je suis l'arracheur de rêve et voilà, on va dire qu'il ouvre sa bouche, c'est vrai. Ouais, t'assumes, mais voilà, c'est les personnages qu'on se crée. Donc moi, ça me pose aucun souci, je l'assume complètement et j'aime ça. C'est ma communication, elle passe par ça. Et donc non, j'en suis fier. C'est comme ça que je gagne ma vie, j'ai des sponsors, donc non, j'en suis très content. Ouais, les gens, c'est des fous en fait. Les gens, à réduire les gens à une casquette, mais j'ai fait des vidéos pour vous parler de mon sport. Ouais. Si ça a pété, ça a pété. Vous faire quoi? J'ai supprimé des abonnés. T'es malade ou quoi? Exactement. Mais c'est non, t'es un combattant, mon ref, et puis. Frère, ça se résume par les performances que tu fais. C'est ça qui est... Même si je pouvais développer. Ils savent pas ça. Ouais, non, mais ça, ils se rendent pas compte. Que derrière, il y a un travail énorme. Oui, de ouf. Quand tu te butes à l'entraînement du lundi au samedi, le dimanche, tu fais tes vidéos, tu fais du montage et tout, en plus pour produire, pour parler aux gens, c'est vrai qu'ils se rendent pas compte, c'est beaucoup de taf. Mais pour la performance de haut niveau, les gens, ils se rendent pas compte les sacrifices et le dévouement que ça demande. Et que ça te met une pression en plus, hein. Oui, une petite pression en plus, mais je pense que déjà, moi, j'ai de la chance de mieux performer sous la pression. Ouais. Et en plus de ça, je sais que pour avoir les sponsors, pour que les gens regardent les combats, il faut créer un engouement, faut créer une rivalité. Donc c'est grâce à mes vidéos que je le fais et je me mets cette pression volontairement. Donc ça me pose pas de soucis. J'aime bien en plus parler aux gens sur ma chaîne et tout, ça me fait kiffer de ouf. Mais j'aimerais bien plus la poncer, tu vois, essayer de faire encore plus de contenu, mais tu dois faire un choix à un moment. Ouais, bah est-ce que tu performes et voilà, ou est-ce que tu développes plus la chaîne? Donc j'essaie de faire les deux en parallèle, mais quand même 90% de mon temps c'est la performance, il n'y a pas le choix. Bah oui, tu fais plus de contenu, tu fais trop de contenu et t'es plus à la salle, mon ref, et là, pour moi, c'est la dégradation. Une défaite, ça y est, c'est fini. Ouais, t'es mort. Ah non, c'est chaud. Les autres, est-ce que vous aviez suivi justement les premiers pas de Paul, notamment quand il combattait chez Ibra TV? Est-ce que vous l'aviez déjà vu combattre? Est-ce que vous aviez vu ses qualités à ce moment-là quand il a débuté? Ouais, moi j'avais déjà vu, mais en tout cas personnellement moi j'avais déjà vu un peu, enfin j'avais déjà vu sa tête, je savais que c'était mais pas Ibra TV, je regardais mais pas vraiment. Mais en tout cas j'avais déjà vu, il a déjà fait sensation sur les réseaux si j'ai pas de bêtises. Moi je crois Paul, je t'ai connu avec le combat contre le Tchétchène. Ouais. Bah le combat, je pense. Comme beaucoup de gens, c'est ça. TV, je pense que c'est le fight qui t'a fait. Ouais, complètement. Je pense. Avant j'étais au NR, excuse-moi. Non, j'étais au NR et j'étais dans un petit club, j'essayais de trouver des combats et tout, je fais des petites vidéos sur Instagram, mais c'est vrai que c'est à ce moment-là que beaucoup de gens m'ont découvert. Moi c'est là que je t'ai connu et dès que quand la vidéo elle est sortie, il y a un gars, moi, il m'envoie la vidéo, il dit mais pourquoi tu l'affrontes pas lui? Et c'est on m'a dit ça, laisse tomber. En fait, les gens ils savent pas que on peut pas tous on fait pas la même KT. C'est pas la même KT et tu vois YFC c'est pas entre guillemets reconnu, tu vois. Tu vas gagner mais c'est pas écrit sur ton tableau. Ouais, y a rien. Ça sert à rien en vrai, sauf à t'apporter de la visibilité, la visibilité. Mais on me dit ouais, pourquoi tu l'affrontes pas, pourquoi tu vas pas affronter, etc. Mais c'est pas comme ça. Mais c'est des malades. Je t'ai connu. Je te jure, c'est des malades. Depuis, t'as tout le monde que j'affronte, enfin tout le monde. À chaque fois, les gens ils demandent quand Paul Denat versus Patrick Avirora. Mais ils connaissent pas la même KT, ils voient le tête et ils veulent juste qu'on se mette. Exactement, mais c'est des malades, frère, tu peux pas. Comme si tu me dis demain, pourquoi t'affrontes pas Cyril Gana, tu me dis t'es le meilleur français. Là, ils mélangent tout. Mais bon, c'est comme ça. Mais c'était avant l'Irlande ou après l'Irlande, ça?
le combat? C'était après l'Irlande. Ah ouais? Ouais, c'était après l'Irlande. Putain, frère, j'étais revenu chez ma mère, je travaillais à McDo. Non, je travaillais commercial chez Vérissure. Je vendais mes alarmes en porte-à-porte. Ah ouais, J'avais bien. continué de m'entraîner. Je sortais d'une commotion justement en décembre. Et c'est en avril que j'ai eu l'opportunité pour le premier Commotion, combat. wesh, il y a trop de commotions là, les gars. Ouais, en amateur, j'ai vu Hein plusieurs commotions. Hein. Ah ouais? Ah ouais, la défense, elle était pas carrée. La défense. La commotion, elle vient quoi? Tu prends un coup, c'est quoi? T'as un trou, t'as quoi? C'est quoi? Je crois que c'est le cerveau qui Ouais, tu prends une tape le crâne, je crois. Ou... Ouais, Elle tape la parole. Ah pas ouais, c'est vrai médecin, parce qu'il est plongé dans un liquide Voilà. et quand le liquide il part la paroi, du coup c'est le noir tout Ouais, je total. crois, un truc comme ça. Bon, c'est quel le cerveau, quoi. je vais aller voir Jean-Marc Séné, je vais lui demander de faire un petit cours là-dessus. De ouf. Non, c'est... Pourquoi tu t'es lancé dans la MMA justement, Paul? C'était quoi le déclic? Toi, tu faisais du judo et de la lutte, je crois, et ton petit. Qu'est-ce qui a fait que d'un coup, tu t'es dit, je vais me tourner vers le MMA? Alors, je faisais pas de lutte quand j'étais petit. J'ai fait 4 ans de judo. Et après, j'ai fait 9 ans d'apkido, qui est un sport coréen qui ressemble un peu au taekwondo. Beaucoup de frappes de jambes et tout. C'était cette anecdote, fallait nous raconter. Ouais. Comment t'es parti chercher ce sport? Et après, à Rennes, il y avait vient pas de Rennes, lui. Ah ouais, c'est À Rennes, il y avait pas de MMA, il y avait rien. c'est la vraie brousse par contre. Non, c'est une vraie vie, je te jure. Mais ouais, je faisais de l'apkido. Et en fait, j'ai toujours su que je voulais avoir un parcours particulier. Enfin, que je voulais faire quelque chose de différent. Je voulais pas faire des études classiques. Et en tout cas, je savais que j'étais capable de faire un autre parcours, prendre une autre voie, malgré le fait qu'autour de moi, j'ai pas d'exemple. J'ai mes parents ma mère, elle était banquière. Bon, après, mon père avait un parcours un peu plus particulier aussi. Il était intermittent du spectacle, donc il n'a pas fait des études là-dedans, mais il s'est formé au long. Enfin, il a pas eu un parcours classique, quoi, je veux dire. Ouais. Mais du coup, j'ai découvert le film de McGregor. En fait, c'était à la période où je crois il y a eu le combat Khabib-Conor. Et moi, je suis un vrai. Je suis pas un puriste, je veux dire. Enfin, avant, je l'étais pas. J'ai découvert avec le show, quoi. Oui. Je connaissais rien. Je connaissais juste de loin. Je connaissais pas les premiers combats. Moi, j'ai connu assez tard le MMA. Et donc, quand j'ai vu le film de l'ascension de McGregor, je me suis intéressé au combat déjà Khabib-Conor. Et après, quand j'ai vu le film de Conor où on voit toute son ascension, ça m'a beaucoup parlé. Et avec les sports de combat, je me suis rendu compte que c'était possible de s'élever et de créer quelque chose. Et puis, briller à un moment M après de longs efforts, beaucoup de sacrifices. Je trouvais ça beau. Et le fait que tout soit raconté dans un film du début, son ascension quand il est personne, jusqu'à ce que. Ouais, ça, franchement, j'ai l'impression. Khabib-Conor, c'était quoi, 2018 ou 2017? Que quoi? Khabib-Conor, Khabib, 2017, je crois. Je crois que c'était il y a 10 piges. 2018, non? 2017, je crois, non? 2017, ouais, c'est ça. 2017, non, parce que 2017, je sais qu'il a fait le combat contre Mayweather, si je dis pas de bêtises. Conor. Ouais. Ouais, mais Khabib-Conor, c'est après Mayweather. C'est après Mayweather, du coup, c'est 2018, je pense. Ok, parce que moi, je crois que j'avais 16 ans quand j'ai vu le film. Bah, c'est ça, parce que Ouais, 2018, 2002. Ouais, 2018, exactement. Et toi, t'as connu le MMA via ça? Ouais. Putain, Je connaissais pas avant. Sérieusement? Non, je te jure. Wesh. Ça fait. En 2016, t'as connu le MMA? Enfin, après, tu t'es. 2018, du coup. 2018 plutôt, Quand j'avais 16 ans, ouais. Et tes parents, ils ont réagi comment à la transition? Bah déjà, la transition était un peu longue parce que j'ai découvert quand j'avais 16 ans, donc je venais de rentrer en seconde. Et en fait, je me souviens, pendant 3 ans, seconde, première, terminale, pratiquement tous les jours après les cours, j'allais m'entraîner. Ouais, t'entraînais. Et je disais, voilà, j'allais m'entraîner. Ma mère, elle me prenait pas la tête. Mais quand je lui ai dit, maman, quand j'ai 18 ans, j'ai mon bac, une année sabbatique et tu me laisses faire mon histoire, mon affaire. Elle voulait pas, je devais négocier parce que ma mère était à fond dans les études. Non, tu dois faire des cours, tu dois avoir un diplôme et tout, c'est vraiment important. Et moi, j'ai fait, laisse-moi 1 an, ça va aller. Pendant 1 an, je me suis buté, mais j'avais rien. À la fin, je me suis sorti avec rien. Puis il y a eu le Covid, c'était compliqué. Et c'est vraiment après 3-4 ans, ouais, c'est en 2023 qu'il y a eu un petit peu là où ça s'est un peu lancé, où elle était plus rassurée, elle m'a lâché les basques, on va dire. Mais pendant un temps, c'était très compliqué de négocier avec les parents. Ah ouais? Ouais, de fou. Ah non, frère, c'est. Mort. Samba, t'as connu la MMA à quel âge? C'était il y a 10 ans. 10 ans? En 2015. Ah ouais, vous, ça 2015 aussi. Ouais, 2015. 2015-2016. Et je regardais jamais, en vrai. Ouais, tu regardais pas, mais tu connaissais déjà? Je connaissais même. En vrai, je connaissais, mais sans m'intéresser. Et tu sais, t'as connu via quoi ou pas? Le MMA, on était posés dans les maisons de quartier, là, dans nos foyers, avec nos amis. Et il y avait un combat, c'était Francis Ngannou contre Overeem, je crois. Attends, là, c'est pas il y a 10 ans, ça? C'était Il y a plus? Non, c'est à moins. Ah ouais? C'était 2017, 2018, pareil, Francis Ngannou, Overeem, ouais. Ouais, bah, je en crois 2015, c'était pas l'UFC. Bah, c'était ça. Et en tout cas, c'était là que j'avais vu vraiment c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au MMA. Mais avant ça, non, je regardais pas. Et j'ai vu ça, je dis mais comment il est fort ce mec? Et ça m'a chauffé. C'est Francis Ngannou, toi, qui t'a branché? Ngannou, ouais. J'étais là, on était posés, il était 2h du matin et ça passe sur la chaîne.
Et je vois, il met KO, il ouvre le mec, etc. Je me dis, ah ouais, c'est incroyable. Je crois que c'est 2016. 2016, Je 2017. sais même pas. Moi, j'ai même pas les dates. Ah, contre Overeem, c'est le. Et l'uppercut qui part du pied. Il a levé, on dirait sa tête, elle se levait au plafond. Mais qu'est-ce qui t'a. Pourquoi, quand tu as vu ce combat, tu t'es dit je vais faire du MMA? Avant, je faisais pas de sport de combat? Non, avant ça, non, j'ai fait juste un petit peu de boxe. Et je sais pas, je me suis dit, il avait une histoire incroyable. Ouais, son histoire. Il vient d'Afrique, ouais, il travaille. Inspirante. Ouais, exactement. Il a quitté son pays pour venir réaliser son rêve. Et je me suis dit, bah, je vais tester, je vais essayer. Pas en vrai. Ouais, c'est ça. Mais tester pourquoi? Pour être fort? Non, même pas, parce que j'ai kiffé ce qu'il avait fait subir à Overeem. Et je me suis dit, il faut que j'apprenne à faire ça. Et en vrai, je suis resté, j'ai kiffé. J'ai kiffé de ouf. Toi, tu voulais pas être pâtissier à un moment, Wally? Moi, dans ma vie, je voulais tout faire, frère. Ouais. Je te jure, je voulais pâtissier. Parce que pourquoi? Je voyais, en exemple, ma soeur, je voulais faire pompier, je voulais aller à l'armée. J'ai déposé à 15 ans, j'ai déposé le truc au CIRFA. Tu sais que moi aussi, je me suis dit ça. Je me suis dit, vas-y, je me donne à fond dans la MMA. Et si au pire du pire, ça marche pas, tu vas à l'armée, je m'en fous. Mais tu vois, il y a trop de possibilités. En fait, moi, comme j'étais bridé tôt, enfin, on a été bridé, c'est-à-dire que directement, j'ai dit, il faut que je vois grand. Et je vois bridé dans le sens où. Dans la vision, dans ce que tu non, dans la vision de ce que nous projetait, par exemple, à l'école, la conseillère d'orientation, le même schéma classique que tout banlieusard ou jeunes issus de partout, tu vois. Mais généralement, dans les milieux où on était, on ne nous donnait pas possibilité de faire grand-chose. Et je me rappelle, moi, quand je parlais en classe, j'ai toujours eu cet air confiant. Par exemple, à ma prof d'art plastique, moi, je vais tout arracher, je vais aller là-bas, je vais aller là-bas. Vous voyez comme un fou, en gros, toi, reste calme, tu vas aller tout droit, et puis c'est tout. Je te jure, depuis petit, j'aimerais bien qu'un jour, mes anciens camarades, tu sais, comme aux États-Unis, tu les réunis tous, et tu dis comment qui était, toi, à l'époque. Et c'est-à-dire que chaque matin, je venais avec un nouveau rêve, Martin Matin, tous les matins, tu vois. Mais le MMA, par contre, c'est depuis. La bagarre, c'est depuis tout petit. En fait, à mes 12 ans, je crois, 11 ans, nous, on faisait beaucoup de corps à corps avec mes potes. Tout le temps, on se battait. Tout le temps. C'est-à-dire que moi, je suis un petit malin. C'est-à-dire que je me battais avec eux et je cherchais des techniques derrière. Et il y avait des grands de chez moi, ils avaient une salle, Team Zodiac. Et à l'époque, on appelait ça le free fight. C'est-à-dire que vas-y, je découvre, je dis quoi? Je vais aller apprendre des techniques, je vais revenir, je vais arracher tout le monde. Je vais apprendre 2-3 techniques, tout ça. Je reviens encore à corps, je dis rien à personne. Personne ne sait que je suis parti m'entraîner. Je commence à arracher les gens. Ah, il s'est renseigné en secret derrière son ordi le soir, il a regardé les techniques et tout. Tu vois, je commence à arracher les gens, c'est-à-dire de fil en aiguille. Après, je retourne au rugby, etc. Je fais un peu de foot, un peu. Je reviens, je dis, non, sport collectif, c'est mort. Lui, il fait n'importe quoi en défense, lui, il fait n'importe quoi là-bas. Moi, je compte que sur moi-même. C'est-à-dire que je repars à 14-15 ans. Et à partir de là, compète, grappe, ça, si. Mais après, je mets en priorité, tu vois, l'école. Je mets en fait, je chemine ma vie comment? Je me dis, qu'est-ce qui va faire que j'arrache tout le plus rapidement possible? L'école, bon, je suis malin, mais c'est chaud. Tu vois, j'ai fait des études, mais c'était chaud, tu vois, pour me différencier de tout le monde. Bah, faut vraiment apprendre. C'est beaucoup de, tu peux pas toucher à tout, etc. J'ai dit bon, ça je mets de côté, je me valide, mais je mets de côté. L'entrepreneuriat, ouais, mais faut un capital. Après, faut développer. Je fais ouais, mais ça c'est à 30 ans, 40 ans. 40 ans, il me reste 20 ans pour profiter de la vie, c'est off, frère. C'est-à-dire que vas-y, je mets ça de côté. J'ai même attends, la bagarre. Il y a qui est plus fort que moi, la bagarre, là? Je suis en train d'arracher tout le monde. Je fais ça. J'arrive au moment, je crois, je fais 10 ans de carrière, je rattrape le temps sur tout. Et vas-y, c'est-à-dire que je me mets à fond dedans. Et je me dis, je me sécurise au cas où s'il y a une blessure ou quoi, parce que tu vois, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et puis on en est là. Tu sais que j'ai réfléchi pareil. Je savais que je voulais faire un truc en dehors des sentiers battus, genre je voulais réussir d'une certaine manière. Et je me suis dit, ouais, la musique, comme les autres. j'y connais rien. L'entrepreneuriat, ça va prendre des années. Les réseaux, peut-être, ça peut m'aider dans le MMA. Mais le MMA, en vrai, c'est là où j'ai le plus de connaissances. Parce que je faisais un peu. Enfin, le sport de combat plutôt. Là, j'ai le plus de connaissances. Je peux peut-être faire un truc. Et après, c'est là que je me suis lancé là-dedans. Comme toi, j'ai réfléchi pareil. Tu vois. Toi, Théo, comment t'es arrivé là-dedans? Moi, je suis arrivé là-dedans parce que déjà, j'étais un petit peu qui kiffait se battre. Hein. J'ai fait toutes les caves de ma vie. Ah ouais, j'avais pas ce truc-là, je me battais pas. Caves, non? Les caves? On se battait dans... C'est-à-dire enfin, développe. Enfin, pas vraiment cave, garage pour faire un tête-à-tête ou quoi que ce soit. C'est ça. Je me battais dans des caves tout le temps, j'ai fait toutes les caves de... Pourquoi tu te battais? Hein? Pourquoi tu te battais? Pour un tout, pour rien. C'est vrai? Tu sais, moi, je suis bec, tu vois. Une moquerie, moi, je me battais tout petit. Ouais, tout petit. Et au début, je faisais du foot. Et j'étais bon, hein. Gardien et tout. Et mais...
Théo. Là, c'est pas du foot. C'est du handball. J'ai écrit attaquant. Non, moi j'étais gardien, gros. Moi j'étais gardien, On va gros. parler de bagarre au foot. Je me battais au foot et tout. Et après, en dehors, dans les caves et tout. Ça prenait là les cartons rouges. Hein Sur le banc, toi, tu sors. Coup de crampon. Et un jour, je me suis fait virer. Tu m'étonnes. Bagarre aussi. Ah oui, voilà. Du club ou du match? Hein? Du club ou du match? Ah, du club, carrément, je Ouais. pensais du match. Ouais, club, ouais. Ah ouais. Et après, j'ai fait un peu de boxe anglaise sans trop être assidu. Et comme mon pote Mathis, il faisait du MMA, je crois, depuis un mois, on avait 16 piges. Il m'a dit, ouais, moi je fais du MMA. Je fais, ah, mais non, et tout. Il me dit, ouais, tu où je fais Il me dit, Ukraine, je vois, putain, je vais venir direct, tu vois. Et je pensais, moi, t'as vu, j'étais un mec chaud de ouf. Et je suis arrivé là-bas, gros, je me suis fait déglinguer Ah bah, sa mère. comme plein de gens. Tous les soirs, mais genre, parole d'homme, hein, né en sang et tout. Après, quand je suis rentré avec Lorient Chou, ma mère, elle m'a tué. Arrête ce sport. T'avais Lorient Chou direct? Non, peut-être un an après, tu vois. Ok. Mais je rentrais, tu sais, genre, le nez rouge, coca, vraiment, genre coca et tout. Je me dis, putain, mais en fait, je suis une merde. Et je me fais tabasser à droite, à gauche, à droite, à gauche. Je me dis, putain. Pourquoi t'as voulu continuer comme ça? Qu'est-ce qui t'a donné la dalle? Genre, tu t'es dit, il faut que je sois plus fort. Ouais, c'est ça. Faut que En fait, c'est ces gens qui me défoncent, et ben, il faut que j'arrive à les défoncer, tu vois. Et ça m'a motivé. Ah, c'est trop d'art. Et maintenant, bah, je kiffe, hein, tu sais, genre, je kiffe me battre depuis tout petit, tu vois. Et faire ça en toute légalité, tu vois, c'est la frappe de ouf. Vous êtes tous fait arracher au début d'entraînement, vos entraînements? Ah, moi, je vous ai Ah, moi, je arraché, me moi, faisais frère. éteindre, frère. Ah, Je me faisais j'étais nul. tué. Je me souviens au sol quand j'ai Vous commencé. Non, sois honnête, sois honnête. Moi, je les éteignais tous, tu Non. veux dire. Moi, je vais te Non, honnête, non, sois non. honnête. En vrai, moi, ça va, je suis arrivé, j'ai tourné contre un gars, même poids que moi, tout ça, je me suis bien défendu. Ouais. Mais moi, c'est une fille, elle m'a soumis. Ah, J'ai dit, mais c'est quoi ça? Ouais, c'est quoi? Ça passe, je me suis fait soumettre par une fille. Ça passe. Ça passe pas. C'est vrai, le premier étranglement, En tu tant t'es que- jamais fait étrangler, t'es au sol. T'es un garçon, tu viens de la rue, tu te dis, mais Ouais, c'est mort, une c'est fille, mort. elle m'étrangle. Le cliché, il est Et mort. c'est là que je me suis dit, mais c'est pas possible. Et c'est là que je commence à travailler. Mais elle était vraiment très très forte. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, bah non, si une fille, elle arrive à soumettre des garçons, je peux en faire d'autant. Et c'est comme ça que. Tu sais, c'est dingue, moi, dans mon enfance, j'ai jamais eu ce truc d'aimer me battre ou je me suis jamais trop battu. J'ai eu des embrouilles et tout, je me souviens, mais je savais tenir tête quand même. Non, mais Rennes, c'est tranquille. Alors, non, c'est la street, gros. Ah Ah ouais, il y a un quartier mort pas, j'étais dans mon collège. Ah ouais. Ah, ça, il y avait des C'est dangereux. de bonnes petites bagarres, hein, ça faisait des bons cercles au milieu de la cour en mode ça se péta. Ah ouais. Mais ouais, c'était étonnant. Bon, Ah, Samba, si on t'écoute, tu as démarré finalement le MMA il n'y a pas si longtemps que ça. Pourtant, tu es déjà vice-champion du monde amateur, 23 victoires en carrière, donc 14 avant la limite. On a l'impression en fait que tu as toujours été dans ce sport. Et pourtant, quand on te voit là, tout calme, tout souriant, on se demande qu'est-ce qui fait que tu te transformes comme ça quand tu entres dans la cage? Qu'est-ce qui t'anime finalement? Qu'est-ce qui m'anime? Moi, c'est vraiment le côté artistique. Moi, j'aime bien envoyer des coups spectaculaires, des high kicks, jouer avec mon partenaire comme si c'était un ballon. Et c'est ce que je fais à l'entraînement et c'est ce que je kiffe. Ouais, c'est ce que je kiffe faire et je me transforme pas, entre guillemets, parce que dans la cage, je reste quand même respectueux envers mon adversaire. Mais voilà, quand on me voit combattre, on me dit, bah, ça colle pas avec ton image de dehors, tu vois. Et moi, je fais pas attention à cette transition-là, mais si c'est ce que les gens retiennent, c'est comme ça. Hein. Et t'aimes bien maintenant ton surnom N'Golo Kanté du MMA, enfin que les gens essaient de te donner? Non, en vrai, ça devient saoulant un peu. Ouais, tu vois, ça devient saoulant de ouf. Ouais, normal. Mais voilà, Même pas j'aimerais- moi aussi, ça m'énerve quand on compare on à compare avec une autre personnalité Ah, célèbre ou connue. C'est vrai. Non, je suis moi. Ouais, c'est ça, on essaie de créer notre image. Après, c'est bien, tu vois, N'Golo, je l'aime bien, c'est Bien une sûr, bonne ouais, image. véhicule une bonne Il Mais court au longtemps et fond- tout. Ouais, de ouf. Il est endurant, mais voilà, au pire. T'es Samba Simac, Voilà, c'est tout. je commence à me faire mon nom Bah et, oui, c'est ça. et voilà. De ouf. Est-ce que vous avez douté parfois Samba, on sait que il y a eu un moment où tu t'es demandé si tu n'avais pas arrêté de faire du MMA aussi. Déjà, est-ce que tu peux nous dire pourquoi et qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette réflexion-là? Et est-ce que c'était important aussi pour toi de le partager avec tout le monde? Oui, bah moi, ça m'est arrivé de vouloir arrêter. Il y a des fois où je voulais arrêter le MMA pour faire un autre sport, genre de la boxe anglaise, etc. J'en parlais avec Monique, faire de la boxe thaï. Il me disait non, restons dans le MMA. Et là, pour la dernière fois où je voulais arrêter. Il avait la vision, Malik, il n'y a pas de pièce C'est ça, il n'y les a, autres sports. a pas de tal. Et là, pour la dernière fois où je voulais arrêter, c'était pendant la période de Ramadan, tu vois. Il y a plein de personnes qui venaient me parler, me dire ouais, voilà, c'est pas bien, etc. Et ça a beaucoup joué Ah, c'est vrai, dans par ma rapport à la tête. religion? Ouais, c'est ça, bah oui, parce que donner des coups au visage, etc., c'est pas forcément. Ça colle pas avec la religion. Et après aussi, il y a eu l'aspect
que les gens ne voient pas forcément, mais c'est la diète. Ouais. J'ai mangé 50 grammes de riz, 100 grammes de poulet. J'ai pété ma tête, je me suis dit... Combattre, c'est facile à côté de la perte de poids. Exactement, c'est le plus dur. En fait, je trouve, moi, c'est une espèce de petite douleur qui reste latente, tu vois, dans le fond, pendant des semaines et des semaines. Et la nuit, tu peux pas l'enlever. Quand tu vas te coucher, elle est là tout le temps. T'as tout le temps faim. C'est un truc qui est là. Alors que le combat, voilà, c'est dur pendant un temps. Tu te bats, tu fais le combat. 15 minutes. Après, 2 heures. C'est 15 minutes, c'est Ouais, vite même fait. l'entraînement, Ouais, on c'est fait un gros cardio. Max. Ouais, c'est ça. Après, ça y est, c'est fini. Après, tu vas bien manger, tu vas te reposer. C'est lourd, tu t'es battu, tu as tout donné. Mais là, quand tu dois faire la diète, ça dure tout le temps sur des semaines. C'est long. C'est chaud. C'est long Surtout de que ouf. le ventre, c'est le deuxième cerveau. C'est relou de ouf. Si ouais, tu c'est combles vrai. pas ton ventre et que tu lui donnes pas des choses dont tu as envie, T'as pas de jus. c'est chaud à la tête. Ouais, t'es chaud éteint, mentalement. t'es éteint. C'est compliqué. C'est surtout quand tu vois aussi les autres manger. Mais c'est Ah, je ça, te jure, tu vois moi. Instagram. Waouh, Ton le profil, feed d'Instagram, un laisse grec, tomber, mon un ref. taco. Laisse Moi, tomber. en période de régime, c'est Tu coupes tout. rempli de bouffe. Ouais. Rempli de bouffe. Et comme de par hasard, c'est que quand je suis C'est que au là, ouais. régime Ouais. ou que ma mère, elle fait des plats de ouf. Des plats de Oh là fou. là, c'est une Tu vois dinguerie. Et. Quand ouais. c'est chez toi en plus. Hein Moi, Non, ma mère, Tout le elle monde nous cuisine pas piège trop. pendant ça. Même les barbecues, tout ça, ils se font que quand on est en jet. Mais Il n'y non. a rien, mon ref. Ouais, il y a rien ouais. du tout, tu vois. Ah, c'est Moi, je me suis énervé, là, il y a 2 jours. Enfin, pas énervé, mais je te dis, on s'était posé avec mes potes, on est là comme ça. Et je rentre dans la pièce, il y a que des sacs sur la table. Que des sacs, ouais, je vois des boîtes, chacun il croque, il mange. Je me pose comme ça, dans ma tête, je dis, calme. Eh, vas-y, c'est la diète, mais vas-y, tranquille. Tu vois, au bout d'un moment, je fais, vas-y les refs, vas-y, rangez les trucs, vas-y. Je me lève, je prends ça, je le prends, je jette les sacs à côté. Je fais, frère, c'est dur. Mais tu vois, mais ce qui est bien, c'est que ton entourage, au fur et à mesure, il comprend Ouais, et il t'aide dans ta diète. Mais la diète, c'est ce qu'il y a de plus dur. Moi, c'est ce qui me donne la haine de mon adversaire encore plus. Ça vous C'est- a Ouais, donné putain. envie d'arrêter aussi parfois ça? Ou c'est Je crois d'autres que c'est choses? clairement Moi, le truc. moi, Moi, la diète et le Ouais, cutting. La diète et ça le peut- cutting. Ouais, ça Moi, peut. mon premier, là, j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait que un pour mon premier combat pro. Je vais en faire un deuxième demain. J'ai pas tellement hâte, mais en fait, c'est bizarre. J'ai hâte, j'ai pas hâte parce que ça va être dur. Mais je sais qu'une fois que ça s'est passé, après, je vais pouvoir remanger. Libérable. À 9h du mat, après l'officiel, mon ref. Ouais. Wow, Le la cutting. première bouteille, là. La première fois que j'ai fait mon cutting, surtout que Alex, il avait mis l'eau à 42,5. Je suis rentré dans le bain, j'ai fait mais la tête de mais j'ai cru que j'allais mourir. C'est une sensation. J'étais mais en train de suffoquer. J'ai Ouais, fait c'est mais je vais chaud. pas pouvoir perdre 4 kilos comme ça. Ouais, c'est chaud. J'ai flippé. Donc ça, c'est vraiment le plus dur en vrai. Moi, j'ai une question, moi. Est-ce que pendant le régime, vous sentez tous les aliments? On sent les aliments. Ouais. Non, je, pas je sais pas, je sais pas, tu manges avec ta meuf et imaginons que toi, t'es là, t'es Ah. haricots verts, Ah oui. poulet, elle, c'est, je sais pas, genre Grec. McDo, t'es là, tu prends. Non, en vrai, tu sais que Ah, moi. sentir comme ça? Ouais. Ah oui, non. Moi, je suis un chien, je crois. T'es un Doberman. Ah ouais, moi, Mais tu sais que moi j'aime bien manger. En vrai, les plats, je les aime bien. Moi, je Et les je sens trouve de ça fou. grave bon. J'aime bien manger les Oui, haricots verts, le poulet et d'accord. tout, j'aime bien. mais Ça me tente pas plus que ça, les burgers. Mais c'est en quantité. Quantité, frère, j'ai rien. Mais vous perdez combien pour arriver à votre poids, à votre catégorie? On mange combien? Vous perdez combien? Ah, moi, en tout, Ouais, toi, tu perds combien, ouais? Tu commences 11 combien? kilos. 66. Là, je commence 61. 61,7. 60... Ah ouais, 60... oui, c'est vrai, 61. c'était en amateur, j'ai n'importe quoi, 61. Mais tu perds combien de kilos? 11 kilos en tout. 11 kilos au total? Ouais. Combien, toi, Samba, à peu près? Moi, 6. 6. 6? Ouais. Tu parles de combien? Tu commences sur 57, toi? 66. Je descends à... Ah, au total, je perds 9. Au total 9, ouais, au total 9. Au total 9. C'est comme moi, je combats là. Avant en amateur c'était différent parce que j'étais dans un régime prosper. Là on va dire 90. Je perds quoi. Ah, moi je suis à plus que vous, je suis à 13 je crois. Ah ouais. Ah, 77. Ouais, je suis à Ouais, 13. ça va, en vrai, c'est pas énorme. C'est pas Mais c'est énorme, énorme, ouais, énorme. ça va. C'est beaucoup, en T'as vrai. combien toi? Moi, je suis à plus 11. Plus 11. Ouais, plus 11. Tu pars de combien? 80? Ouais. Et tu descends à 78. 70? En vrai, pour nous, c'est pas beaucoup, mais c'est une Après, plus tu montes en. Attends, j'ai pensé une petite anecdote 78 là. Attends, il y avait une petite. Il y a. Ouais, mais tu comprends 78? Bah oui. Non, Bah si, wesh. non, Théo. Bah si, wesh. Bah non. Pourquoi? 78, t'es sûr? Là, ce combat-là, c'est à 78. Il y a d'autres combats. 78, c'est pas en cachette? Non, non. Ok, parce que t'avais fait que des cachettes, t'avais fait Ouais, des ouais, cachettes ouais. jusqu'à présent. Ouais, c'était ça Pour, qui. pour qui voir si, revenait, si tu peux descendre à Ouais, mais 78. En fait, 73, c'est. Ok. Mais là, ça va, là. Easy. Là, tu vas le faire, là. Bah ouais, de ouf. Ok, ça va. Tu vas coter combien? Bah, ce matin, j'étais à plus 4, tu vois, donc. Mais petite anecdote, avant, moi et Théo, on était dans la même catégorie. Ah ouais? Toujours. hein. Et est-ce que tu Ouais. te rappelles ou pas? Je sais pas si tu t'en rappelles, Ouais. mais on s'est pris, c'était mon premier combat de pancrace à Boissy-Saint-Léger. T'avais un gros trait jaune de ouf. Moi, j'ai aucune teintures, moi, toujours avant. Mais je sais que non, c'est- toi, Théo, Hugo Boisjol. Boisjol, Je crois qu'on a Et- 16 piges. ouais, il y a moyen. T'as quelle année?
2001. 2001, ouais, on est même ça devait être en cadet ou en junior. Ouais, un truc comme ça, sûr et certain. En tout cas, j'ai tous affronté moi quand je suis arrivé Bon, après, MMA, vous avez tous commencé avant moi. Mais le pancrace, j'avoue que j'ai un... T'as traîné. J'étais là avant vous. Toi, c'est un peu, non? Pas beaucoup de compétition, j'ai fait. Ah ouais? En pancrace, j'ai pas fait beaucoup de compétition. Mais quand je suis arrivé, j'ai dit, là, ça y est, c'est fini. Il y avait qui dans ma caté là? Je vois qui? Je vois Théo au championnat de France. Je vais rentrer, je prends Théo direct. Ensuite, je vois Hugo Boisjol. Hugo Boisjol, tu sais, c'est pire parce que j'ai fait un combat contre lui. Pareil, la FKMDA, moi, c'est pour ça que j'avais arrêté le MMA. Ils m'ont boycotté, frère. Ils m'ont boycotté. J'ai gagné tous mes combats. J'ai encore les vidéos des combats. Je combattais, j'arrachais. Pour moi, je gagnais largement, tu vois. Et je pense que mes coachs, ils ont encore toutes les archives des vidéos. Et je voyais, je gagnais. Ils me donnaient pas la victoire. Une fois, deux fois, on voit le champion de France une fois, vice-champion de France. À la décision. Ouais, à la décision à chaque fois, parce que les gens au Fédé, à partir de là, tu t'es etc. décidé que tu allais finir tes combats. J'ai dit, non, même pas. Là, je me suis dit, fuck, je vais aller au Muay Thai. Là, il n'y a que des coups. Je vais aller. Que des coups de coude, jaloux. Je te jure, j'ai avancé, mais laisse tomber. Mais après, pour MMA, c'est pour ça que quand je suis arrivé et que je voyais les mecs dans le circuit, moi, ça m'a rongé. Pourquoi? Parce que je voyais des mecs dans le circuit, comme Théo, comme Hugo ou d'autres non. Ils étaient là, déjà dans le circuit. Et moi, j'étais encore à l'école. Je devais faire mes trucs. Je suis en train de perdre du temps, là. C'est pour ça que quand je suis arrivé, les gens, ils comprennent pas. J'ai fait 30 combats en 2 ans. Frère, j'avais la dalle, moi. J'étais là, je voulais rattraper le temps perdu, gros. C'était tout droit, frère, jusqu'à présent. Mais comment aujourd'hui, j'ai raconté l'anecdote, mais laisse tomber. Mais comment t'étais au même poids avant ou non? T'as pas pris de poids jusqu'à présent? Moi, je prends chaque année, je prends plus de kilos, frère. Non, parce qu'en vrai, moi, dans la vie de tous les jours, j'ai une hygiène de vie de genre strict. Ouais, parce que tu te laisses pas aller. Mais si demain tu te laisses aller et que tu laisses partir, c'est fini. Il a une coupe de militaire, ça se voit. Non, c'est que, en vrai, t'as vu, je te mens pas que si j'arrête le sport, je suis dans la comme tout le merde. monde. Mais comme tout le monde. Dans la merde, ouais. Par rapport au poids? Ouais. Ah ouais? Une fois Tu sais que moi, je mange Bon, pas en fait- trop de merde. Hein. En fait, moi, c'est que. Non, je suis même pas Plus trop jeune. parce que j'aime pas trop les fast-food. Enfin, j'aime bien de temps en temps aussi, je kiffe. Ouais, le week-end. Mais tu vois, je peux pas faire le gros. En fait, si je mange trop gras, je vais me sentir comme une merde. Ouais. Et putain, je vais dire, je suis qu'une Ah, merde. moi, je graille, je moi. fais ça et tout. Moi, Après, le je vais aller truc, courir. culpabilise. Ouais. Moi, je graille, moi, il n'y a pas de toi, tu t'en culpabiliser. Moi, le truc, J'enchaîne 3 repas, je m'en tape. moi, le truc qui m'a fumé, c'est les régimes. Hein. Avant, je pouvais manger sans prendre de poids. Genre être à 76, Ah, mais tu étais plus jeune aussi. Ouais. Et Bien, depuis quand que je fais des régimes, tu sais, le corps, tu sais, genre, il monte, il baisse, il monte, il baisse. Et carrément, c'était pour mon premier combat pro, c'était à 77. Je suis parti au Maroc, je crois, une semaine après. Je suis rentré, j'étais à 90. Je fais, c'est Non, impossible. Tu es au Maroc, toi aussi. Parole d'homme, je fais, c'est impossible. Et Ouais. j'avais des joues énormes, je fais, c'est mort, ma bite. Et tu manges 4 fois là-bas. Hein? C'est lourd. Ouais, Ouais, bon, c'est là-bas, c'est bon, un hein. piège. C'est bon de ouf, c'est un Non, piège. Je là-bas, crois que c'est ouais, je crois que ouais, c'est ça, mon ref. Tu laisses tomber, tu grailles de Gras et ouf. c'est calorique, gros. Mais sinon, non, maintenant, je stabilise à 81, 81,5, voire 82 max. Mais je pense plus tard, tu vas monter dans la catégorie de 60, tu vas finir à 60. Ouais, je pense. Hein. Ça sera possible que vous vous affrontiez ou. Bah, je pense, hein. Bah, On va devoir refaire les annales de la FKMDA à l'époque. Mais il y a quand en plus c'était RMC Sport. J'arrive à RMC Sport en je sais pas, t'as vu l'interview ou pas? Laquelle? Dans la sauce que j'avais fait. Je crois pas, non. J'ai fait une interview dans la sauce, j'arrive. Moi je vois dans le haut du classement, je crois que c'était à l'époque où lui et Patrick Abura ils devaient s'affronter, je crois. Ou je sais Ah plus. oui. Je vois, je fais dans la catégorie. En gros, je crois qu'ils étaient montés en 84 ou je sais pas. J'ai fait amateur 84, c'est moi. Celui qui vient dans la KT, là, celui qui est dans la KT, je vais prendre lui. Les gens ils me regardaient, faisaient des comparaisons. Pourquoi tu prends pas. J'ai fait, moi, les gars, quand j'arrive, moi, j'ai dit depuis le début, j'ai dit, j'affronte que des Français. J'ai affronté que des Européens, que des Français. Pourquoi? Parce que je connais mes capacités et je sais que dans ma tête, moi, j'en suis sûr que je suis le meilleur. Je suis plus complet. Certes, ça s'est pas vu sur le début pro parce que, frère, il y a eu que 2 combats. Le 3e combat, il était parfait, contrôle position carré. Comme là, il est mort à l'X-Tâche vendredi. Mais je sais que le MMA, c'est mon domaine. Tu sais, quand tu es sûr de ce que tu fais et où tu mets les pieds, comme nous tous la confiance en a qu'on a, des fois tu peux avoir des petits moments de doute, vraiment mais quand tu dis que tu vas arracher, peu importe après si ça se passe pas comme prévu, mais moi je sais que ce que je vais faire, je suis le meilleur. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu arrives et quand tu vas pour être le numéro 1 français, que ce soit avec de l'animosité ou pas d'animosité, frère, je vais pour arracher. Tu vois, on reste dans un sport compétitif. Regardez tu cette vois. mentale, de toute façon, t'es obligé d'avoir ce côté un peu animal. Bah oui, Si t'es t'es pas animal, tranquille et tu veux pas te mettre trop en avant et tout, tu vas te faire manger par Ouais, les autres. T'es mort. Les MMA, c'est vraiment manger ou être mangé. Ouais, c'est exactement ça. C'est ça. Les jeunes nous reprochent Tuer quoi ou aujourd'hui? être tué. Dans le MMA français, là, enfin, ils nous reprochent quoi actuellement pour vous? C'est quoi? Qui, le public ou les. Ouais, le public ou le MMA game, le quoi?
ce que vous voyez sur les réseaux, ce qui sort le plus pour vous? En vrai, là, moi, je pense que là, on est dans une, en tout cas pour nous, dans une bonne génération, entre guillemets. Parce que là, c'est le moment où on est le plus médiatisé, etc. Donc en vrai, moi, je trouve qu'il n'y a pas tant de points négatifs que ça, mais que c'est que des trucs positifs. Je pense que lui, il dit ça parce que comme il ouvre sa bouche, ouais, tous les gens qui sont sur son dos. Mais t'as raison, frère. Tu sais que moi, j'aime ce personnage, comme Jake Paul et Cédric Doumbé, les gens qui parlent. J'adore, c'est toi qui vends les combats, c'est magnifique. Tu remplis ça. Soit on t'aime, soit on t'aime pas. Mais les deux, ils vont regarder. C'est un peu Mais plus tu sais, moi, important. en vrai de vrai, j'ai réussi à faire la différence. Avant, j'étais dans la culpabilisation ou en mode. Je comprends pas pourquoi il y a certaines personnes et même pas. Je suis un bon frère. Je me réveille tous les matins. Je fais le maximum pour être le meilleur, pour répondre à mes rêves, pour motiver. J'ai dit, en fait, eux là, c'est un mec qui tweet. Après, il va dormir, il oublie tout. Moi, je suis en train de me lever chaque matin, en train de me buter. J'ai fait, ma famille, elle est contente. Mes potes, ils sont contents. Mon entourage, il est content. Tant que je sais les valeurs que j'incarne, etc. À partir du moment où c'est ça, le reste. Allez, boire un thé, venez regarder mes combats, venez pas regarder, je vais tout arracher, que vous voulez ou non, tu vois. Et le dernier combat, j'étais énervé en mode haters. C'est comme, les haters, regardez la caméra, quand je regarde, les haters, attends, tu sais, j'étais en mode, vraiment, mais... Mais ça, en vrai, les haters, moi, j'aime bien. Mais moi, je trouve que j'en ai pas assez, en fait. J'aimerais bien, ouais, parce que... Parfois, c'est des gens que à qui tu as envie de faire plaisir. Bah, en fait, on s'en pas les steaks. De toute façon, comme Floyd Mayweather il disait, quoi que tu fasses, les gens ils vont parler d'une manière ou d'une autre. Et tant qu'ils parlent, c'est bien s'il y a de la controverse. C'est bien, c'est-à-dire qu'on parle de toi, c'est-à-dire que tu montes. Ça, c'est beau. Ça t'apporte de la visibilité. Et le MMA, c'est un sport de combat, mais pour les gens, c'est du divertissement. Exactement. Tu dois vendre. Bah oui, c'est du divertissement. L'UFC, ils mettent qui en avant pour les ceintures? Ils mettent qui en avant sur les affiches? Ceux qui parlent, ceux qui vendent, ceux qui font des rivalités. C'est du divertissement pour les gens. Mais après, moi, honnêtement, je le fais pas pour... Wally, tu te demandais justement qu'est-ce qu'on peut reprocher parfois au MMA. Il y en a beaucoup qui disent que Hexagone, donc, est la ligue des jeunes talents, des talents prometteurs du MMA français. Et il y a un reproche peut-être qui est fait, c'est que les meilleurs Français ne s'affrontent pas. Voilà, justement, on disait, est-ce que Théo va affronter Wally? Pourquoi vous vous affrontez pas entre vous justement pour faire des combats de dingue? Ah, moi, jusqu'à présent, j'ai affronté tout le monde jusqu'à présent en français. J'ai pas fait de construction de carrière là-dessus. J'ai pris des mecs forts du circuit. C'est-à-dire que peut-être reposer leur la question à eux s'ils n'ont pas pris les francophones. En tout cas, moi, j'ai pris que des francophones. Et un adversaire comme Théo, en soi, s'il aurait été dans ma catégorie à l'heure actuelle, en 77, moi, je suis ouvert. Je vais faire la ceinture. Je vais faire la ceinture. Voilà, si vous n'êtes pas d'accord, je vous dis que je vais arracher mon adversaire. Et ensuite, je vais aller prendre la ceinture parce qu'elle elle doit être collée à Wally Tandia. Honnêtement, l'autre combattant, là, je pense pas qu'il ait une gueule à avoir une ceinture. Mais on va revenir là-dessus plus tard. Voilà. Mais en tout cas, moi, si demain c'est un affrontement, moi, je le prends avec grand plaisir. Je cherche que l'adversité. Pour moi, je suis le meilleur. Et puis voilà, on monte et puis c'est tout, quoi. Tu vois. Moi, sur ce sujet-là, je pense qu'en professionnel, on doit plus voir une construction de carrière pour certains que faire plaisir aux gens. Bien sûr, c'est vrai. Faut être logique. Si tu veux monter, parfois, il faut passer par des chemins à droite à gauche. En amateur, on a eu tous l'occasion... Après, je te laisserai de... Non, je réponds au micro. Ah, ok. Ouais, en amateur, en vrai, on s'est presque tous affrontés. C'est vrai. Au ZIMAF, au championnat de France, Souil, on s'est battu, je crois, 6 fois avant que... Non, c'est ça. Quand j'entends Souil Samba, moi, je me crois dessus. Non, mais Souil, les gens, ils ne le savent pas. Mais on s'est affrontés en pancrace, comme vous vous êtes affrontés, en MMA et en grappling aussi. Et aujourd'hui, en professionnel... En vrai, on s'est battu 6 fois. Viens, on monte et on se croise au sommet. Et c'est pour ça, les gens, en fait, ils voient pas ça. Ils savent pas qu'on s'est battu dans des gymnases dans le 60. Et ils pensent qu'on s'évite, mais personne s'évite en vrai. Et on essaie de se construire, entre guillemets, avoir confiance en nous sur nos premiers combats et évoluer. Et voilà, moi, c'est la vie que j'ai. Parfois aussi, il faut penser à soi et monter le plus haut. Et ensuite, voilà. En amateur, on s'est tous affrontés. Enfin, de notre caté, dans nos catés. Moi, j'ai affronté Alan, qui était le meilleur de ma caté. J'ai affronté Hugo, exactement. Mais là, en professionnel, il y a tellement de gens à affronter avant d'autres Français, à moins que ce soit deux Français vraiment qui sont à leur maximum de niveau, ils sont très très bons, ils montent gentiment et que voilà, on entend parler d'eux comme Axel Sola et qui avait affronté Imavov contre Daguerre. C'est des beaux combats à faire, mais ça faut prendre le temps de le monter. Oui, mais c'est un bon combat, ils sont expérimentés. Ouais, voilà, exactement. Yves Landu, ouais, exactement. Mais pour l'instant, en plus moi, si j'affronte quelqu'un, je veux pas que ce soit quelqu'un que j'apprécie, ou enfin pas quelqu'un que je côtoie tous les jours et que moi c'est soit on est poteau, soit on se fait la guerre. Et puis j'aime pas l'entre-deux. Vraiment, je veux pas de ça. Donc soit c'est pour ça qu'après parfois je fais attention avec les 61. Mais là dans votre caté justement, par exemple, c'est qui que toi tu voudrais affronter qui par exemple dans ta caté, Samba? Moi j'ai pas de nom. Vas-y, pardon. Mais non, c'est toi, vas-y. Pareil, j'ai pas de nom. Moi,
Ceux qui performent le plus, quoi. Ouais, c'est ça. Viser le plus haut, peut-être le Donc champion. vous évitez personne, c'est ça. C'est qui le champion actuel C'est là, elle est vacante la ceinture. C'est Mickaël qui l'a. 61 57. 57 ouais. Elle est vacante. elle est Mickaël. vacante. Elle est vacante. Comment elle est vacante? Parce qu'il y a eu un combat et. Ouais, il y a eu un non-contest, je crois. Ok, d'accord. Et c'était entre qui le combat? Un Brésilien et Alger Rouge. Mickaël Alger Rouge. Ah, ok. Et c'est quoi? Ça s'est résulté sur un non-contest? Je crois, ouais. Et c'est qui le champion juste avant le Brésilien ou Alger Rouge? C'était Alger Rouge. Ok. Donc c'est enfin, bon, c'est entre guillemets le champion de la catégorie. Ok. Donc, Mais bon, il a combien de combats Alger Rouge? Je crois qu'il en a 14-15, je crois, un truc comme ça. Ouais, tu vois, c'est un combat intéressant, mais à après, long, ouais, au final, ouais, quoi, ouais, pas tout de suite, ouais, c'est vrai pas que c'est pour pas tout de suite. intéressant. C'est pour ça les gens ils se disent. C'est deux générations complètement différentes en vrai. De vrai. 14 combats, j'en suis à 2. Ah frère, voilà, 2 et bon. 14, c'est. Ah ouais. C'est ça. Et toi, Polo? Moi, là, le champion, c'était Baris. Il est Ouais. parti au PFL, là. Mais l'objectif, c'est clairement d'aller prendre la ceinture. Bah ouais. Si ça avait été Baris ou quelqu'un d'autre, après, je pense qu'il me faut encore quelques combats pour monter en Ouais. niveau. Et voilà, mais. Après, moi, j'aime bien. En fait, j'aime tellement la France. Je vais représenter les valeurs et tout ça. Donc, si je dois affronter un Français à l'avenir, je le ferai. Mais je suis pas fan. Ouais, bah oui, Je préfère affronter un mec en dehors d'une autre nation. Et voilà, parce que j'aime pas affronter les gars de chez moi, tout simplement. Ouais. En amateur, je l'ai fait. Il n'y a pas de souci, il faut monter, il faut prendre son expérience. Il y avait l'autre là, en amateur, je crois, il faisait le malin, mais tu l'as tapé, je crois, ou non? Non, le Canadien? Non. Un Français ici. Anzor, je crois. Ah ouais! Ah oui, non mais oui, allez, oui! Si je dis pas de bêtises, je crois, j'ai vu. Oui, bien sûr, comme ça. oui, j'ai envie de l'éteindre. Ah ouais? Clairement, j'ai envie de l'éteindre, j'ai envie de passer la guerre. à chaque fois, je montais de commentaires. Moi, je suis un fervent défendeur de Paul. Hein. Quand on était au PE, Ouais, je me souviens, moi. sur une autre publication avec. Je crois que c'était Anzor, je crois. C'est là où je l'ai connu. J'ai fait, mais faites attention comment vous parlez, les gars. Nous, on est une team, mon ref. Hein. C'est-à-dire que moi, je suis un peu trop communautaire. C'est-à-dire, mon ref, même si on n'est pas dans la même caté, là. Tiens, là, je regarde. Honnêtement, ça peut être un combat. Ah, de ouf. Mais ça, c'est vraiment un combat que je veux faire. Mais j'ai essayé de le relancer plusieurs fois. Je l'attendais. Ouais! Mais j'ai rien entendu. Il veut pas. Non, bah, j'ai pas aucune nouvelle. Pour de vrai, je pense que t'es au-dessus largement. Ne prends pas la tête. J'aimerais tellement, les gens, ils kifferaient. Ça serait un beau combat. Et bon, j'ai l'impression qu'il chie dessus, là. Donc, c'est malheureux. Pas lui faire trop peur. Il y a évidemment toujours beaucoup d'attentes autour de vos combats. Wally, on parlait de toi, de ce surnom d'arracheur de rêves que tu t'es donné toi-même finalement. On se demande d'où vient cette confiance que tu as aussi en toi, dont tu parlais depuis tout à l'heure. Est-ce que ça vient aussi de cette phrase de Dricus Duplessis qui a dit que tu serais le futur du MMA français? D'où ça vient justement cette confiance-là? Non, moi c'est pas l'humain, les compliments, etc. En vrai de vrai, je m'en beurre. Hein. Je te parle sérieusement, peu importe ils viennent de qui. Ça fait plaisir, mais en soi, moi, confiance en moi, je l'ai eu depuis petit. Pourquoi? Parce que, frère, personne n'a cru en moi. Que ce soit, je te dirais pas, dans un contexte, il peut comprendre, parce que bon, même culture, après ça se trouve, vous aussi, mais comme on est malien, mais moi, mes parents, c'est pas confiance en toi, oui, mon fils, tu vas aller, tu vas gagner. C'est-à-dire que j'ai grandi sans confiance en moi. Personne n'avait confiance en moi dans ce que je faisais. C'est-à-dire que cette confiance, c'était soit je me fais éteindre et je fais comme monsieur et madame tout le monde, soit la confiance, je la grandis moi-même et elle se nourrit de moi-même. C'est-à-dire que. Tu l'as développé tout seul. Et je la développe moi-même. Mon carburant pour ma confiance en moi, il vient de moi-même. C'est-à-dire que. Je comprends ce que tu dis. Tu vois, tu captes un peu c'est quoi? Nos parents, ils sont pas. Genre, ils nous donnent pas, entre guillemets, les choses. Genre, ils disent pas, vas-y, va t'entraîner. Non, c'est ça. C'est un mal pour un bien. C'est ça. Je devais forcer mon daron pour avoir une paire de crampons ou quoi, ou peut prendre ma licence. C'est-à-dire que en soi, ça m'a forgé mentalement. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, qu'on me dise t'es nul, t'es fort, tu vas tout arracher, ça me fait ni chaud ni froid. Je vais parce que j'ai confiance en moi. C'est-à-dire que quand je rentre dans la cage, je rentre avec ma confiance en moi. Je vais t'arracher dans tous les cas. Mais ça, c'est bien. Peu importe les critiques ou les compliments, tu les prends pareil. Faut les prendre pareil. Parce que sinon, tu vas monter soit dans un orgueil trop haut, soit tu vas être humble trop bas et tu vas sur le juste milieu, exactement. Tu vois, c'est ça. Mais non, sinon en vrai. Tu disais quoi, Théo? Excuse-moi, t'as coupé. Je sais plus. Non, en tout cas, frère, non, c'est vraiment important d'avoir une confiance en soi. Moi, pour tout le monde, je dirais, faut se nourrir de soi-même. Faut pas. Certes, ça fait plaisir d'entendre des compliments valorisants de tes coachs, du reste de temps en temps à certains moments, mais il faut pas en faire une habitude. Est-ce que cette confiance en toi, tu l'as aussi fait grandir de par l'inspiration des rappeurs qui sont sortis de là où tu viens? Enfin, plus les exemples que je vois, comme PNL, LMZ, Espion, Kaneki, bon, toute la panoplie qui viennent de mon quartier. En fait, non, ça, c'est pas grandi ma confiance en moi, c'est juste que je me dis, ah ouais, lui, il l'a fait, je peux le faire. Tu vois, comme aujourd'hui, quand je vois. Bah si, c'est un peu une sorte d'inspiration alors. Ouais, c'est une inspiration. Lui, c'est une inspiration. Quand je vois John Jones, je fais, c'est un humain, il a 2 bras, des jambes, il l'a fait, je peux le faire. Quand je vois Conor, quand je vois Khabib, je me dis, il y a quoi de différent en soi? Jusqu'à présent, tout ce que j'ai voulu faire, j'ai travaillé, je l'ai eu au final. Pourquoi le cheminement, tu vois. Pas moi, tu vois. Mais
pourquoi pas moi, tu vois. À part si demain j'ai un handicap, malheureusement, tu vois, Dieu merci, on est tous là, on n'a pas d'handicap. Mais. Deux bras, deux jambes. Exactement. T'as pas peur que ta confiance en toi, elle soit perçue comme de l'arrogance? Parce que parfois, on peut s'exprimer et les gens, en fait, ils comprennent pas. Exactement. Ouais. Et t'as pas peur de ça? Genre, ils disent, ouais, il est arrogant, ce mec. En soi, moi, je regarde le message à la fin. Si j'ai réussi à motiver plus de personnes, limite même 3 personnes, et que le reste pensait arrogant, t'as mal compris le message, je t'en veux pas. Et tu peux pas m'en vouloir non plus. C'est la mentalité, malheureusement, qui est instaurée en France, quoi. Sur le fait d'être humble, rester sur le côté. Mais je fais un sport où je dois me bagarrer avec un mec, là. Si c'est pas moi le plus fort, c'est qui entre moi et lui? Bien sûr. C'est dire je fais quoi? J'allais faire quoi? J'allais faire d'autres sports. Un sport, je sais pas, je vais faire du paddle, je rigole de temps en temps, je prends pas de risques. Mais non, ceux qui veulent pas prendre de risques, ils vont penser que c'est de l'arrogance. Mais pour le reste, pour les gens. Tout à l'heure par rapport à ton entourage et ta famille, eux ils sont contents, ils sont fiers de ce que tu fais. Ouais. Le reste, on s'en fout. Les gens, tu les connais pas, qu'ils soient contents ou pas contents, c'est pareil. C'est ça. Non, c'est important. Il faut que tu nous parles quand même de ton rêve américain. Wally, tu parles tout le temps de Vegas, qui est ton objectif ultime. Qu'est-ce que ça veut dire, aller à Vegas? Vegas, je l'ai ici aussi. Hein. Jusqu'à Vegas, je l'ai toujours en ligne de mire. Mais aller à Vegas, en vrai, c'est arrivé au siège de l'UFC. Vegas, à Las Vegas, c'est l'UFC. Je sais plus, je parlais avec un gars, je dis, hey, jusqu'à Vegas, en gros, il y a l'UFC, on va aller à Vegas, on va aller à Vegas. Je suis là dans ma matrice, je fais, mais attends, UFC, Wikipédia, UFC, siège social, Vegas, ok, d'accord. C'est là-bas, il faut que je signe mon contrat. J'ai capté. Hey, jusqu'à Vegas, en vrai de vrai. On est où là? On part de où? Corbeil. Corbeil jusqu'à Vegas. Et en vrai de vrai, chaque combat, chaque marche que je fais, ça me rapproche plus de mon objectif. Et c'est même plus un rêve. En vrai, c'est même pas American Dream, même pas. C'est un objectif. C'est un objectif. Ah oui. Tu sais, je sais qu'il est atteignable. Maintenant, il faut juste savoir où, quand, comment. Et on fait les causes pour y arriver, tu vois. Comme les frérots ici, on se retrouvera certes sur des cartes à Vegas, peut-être, ou des cartes à Atlanta ou quoi. Parce que à Paris? Bah, pas même, en vrai. Comment on se retrouve en vrai ce week-end, tu vois. Pas moi. Pas moi, je suis. Malheureusement, t'es pas là. Je serai là, mais sur cette je serai là, avec plaisir. Tu as mangé ou pas depuis que tu as reçu l'annulation? Je suis allé manger un burger hier, j'ai mangé des gâteaux, là j'ai tapé en Orangina. Mais en vrai, j'étais bien quand je mangeais sainement. Tu vois ouais. Là j'ai mangé, je me sens pas bien. Ouais, je capte très bien. Je me sens lourd. Je sais pas, mon corps à l'intérieur, il est pas pareil. Tu vois, on a une satisfaction trop rapide. Hein. C'est ça. Le plaisir, vraiment, il est éphémère. C'est-à-dire il est dans le sens éphémère, où de ouf. tu te restreins pendant 3 semaines, tu manges un burger, tu dis c'est tout, et puis vas-y. Ouais, c'est ouf. Vas-y, remets-moi au combat, en fait. Je voulais dire ça tout à l'heure, quand on fait le cutting, tout ça, quand on fait la diète, tu te dis, punaise, quand ça va être fini, je vais tellement tuer tout ça, tuer tout ça. En fait, le jeudi, tu fais le cutting, enfin la balance, tu passes sur la balance, tu fais le poids. Après, tu manges les gamelles pour manger correctement. Ceux qui savent pas, on a un diététicien qui nous fait des gamelles pour après régénérer correctement. Et après le combat. À Antoine Vu, la fit. Et après le combat, on veut se faire plaisir avec tout ce qu'on des fast-food souvent parce qu'on a été privé pendant quelques semaines. Mais en fait, on a remangé déjà, on a repris notre poids normal. Et en fait, après, tu te dis, mais en fait, j'ai pas tellement envie de buter. Ou t'en prends un. Et au final, moi, personnellement, j'éteins pas tout. Toi, t'es différent peut-être. Moi, j'éteins tout, moi. Ah ouais? C'est vrai. J'éteins tout. Ah, moi, après, mais ça me donne pas tu vois, c'est comme le plaisir, tu sais, de combat. Tu te prépares pendant 2-3 mois et le temps de savourer ta victoire, c'était 2 minutes. Ouais, même pas, tu vois, c'était là, boum, gagnant. Ouais, super. Et après, tu rentres au vestiaire, tu te dis putain, je dois en refaire encore et refaire. Toi, Wally, par exemple. Excuse-moi, putain, moi, je fais que te couper, excuse-moi. J'avais une question. Toi, tu préfères manger un gros burger ou affronter Baki? Manger un gros burger, affronter Baki? Honnêtement, je pense affronter Baki. Le burger, je le mange tout le temps, je connais déjà le plaisir. Je veux le plaisir de quand je vais taper sa tête à lui, tu vois. Et quand j'aurai ce plaisir-là, je pense que je serai satisfait. Mais quand alors? Quand est-ce que ce sera, Wally? Bah, le cheminement, des fois on dit tout vient t'attendre, à qui c'est t'attendre. On a fait les causes, maintenant jusqu'à présent ça s'est pas présenté. On va récupérer, on a un objectif clair. Je vais aller récupérer la ceinture d'Hexagone d'abord. Et après, bah, on verra. J'espère qu'Hexagone ira peut-être dénicher Baki ou bien ce sera à l'UFC comme ses rêves et mes rêves l'indiquent, tu vois. Mais moi, honnêtement, sur tous les affrontements francophones, à l'heure actuelle, je pense que moi, je vais demander l'avis, tu vois, de mes confrères ici. Parce qu'en vrai de vrai, l'œil extérieur du MMA, on ne comprend pas. Nous, on sait que c'est un cheminement. Si on regarde la longévité dans le sport, c'est des cheminements qui sont faits de 5 à 10 ans pour que les gens y performent. Si tu regardes tous ceux qui sont dans le top 15 à l'heure actuelle à l'UFC, c'est des gens depuis 2014-2015 qui combattent. Tu vois, grosse dédicace à Saladin Parnasse, Lozen Keita, c'est des mecs qui performent depuis longtemps. Et c'est-à-dire que limite, c'est devenu naturel, c'est devenu normal. De toute façon, si tu veux monter, t'es obligé de prendre les mecs. T'es obligé de prendre du galon et t'es obligé de prendre des gens forts. T'es obligé. Et même, je pense que si t'es combattant et que t'as pas envie de prendre les meilleurs, c'est que t'es pas combattant, tu vois. Et vous en pensez quoi demain? Vous pensez que demain, Baki Meta, comme les gens ils prétendent sur Internet, est-ce que vous pouvez croire qu'il va faire une domination sur Wally Tandia?
C'est pas possible, ça, les gars. Okay. Voilà, je vous influence. Mais c'est pas possible. Moi, dans tous les cas, je sais pas, j'arrive jamais à donner des pronostics sur les combats. Une chose est sûre, c'est qu'on est ensemble, dans la même salle, t'es mon frère, donc je serai toujours de ton côté. C'est léger. Ça, y a pas de... Ça, c'est un vaillant. Moi, c'est un combat qui serait incroyable à voir, en vrai. Parce que vous deux, vous avez un style différent. Et c'est cette opposition-là et voir comment chacun il va se débrouiller. Tu vois, comment Baki va défendre ta boxe, comment toi tu vas défendre ces trucs de judo. Et c'est quelque chose d'intéressant à voir. Et est-ce que tu penses que si ce combat il se fait, tu penses que ça va se terminer comment? Moi, je pense que c'est un combat qui se termine soit à la décision, soit un TKO de ma part. Et genre, décision large ou décision peut-être partagée, mais j'irai plus sur une... Peut-être partagée, pourquoi? Parce que si tu regardes bien statistiquement parlant, le mec, qui je t'aime bien, bref, tu fais 1m78, je crois. Et je fais 1m91, j'ai une allonge de 2m10, c'est-à-dire que je ne sais même pas comment il va réussir à toucher ma tête. Je vais toucher sa tête à 10 000 km, et je pense honnêtement que le combat, en fait, plus le temps il passe, plus le temps il est grainé, plus c'est un temps perdu pour lui. Vaut mieux pour lui de me prendre maintenant, ça aurait été mieux de le prendre en octobre, parce que en soi, je viens d'arriver en pro, j'ai pas encore la gestion du temps, la gestion de distance bien comme il faut, je suis encore sur le format 3 minutes encore, mais quand je vais passer là dans moins d'1 an sur un autre format, je connais mon évolution et je sais comment je tape et comment j'évolue, surtout avec les coachs que j'ai et l'encadrement qu'on a. C'est-à-dire que je pense que plus le temps il va passer, plus un combat contre Baki, ce sera une chute malheureusement pour lui. Le message est passé, en tout cas. Théo, on sent toi aussi que tu as cette âme de guerrier. Tu refuses jamais un combat. Tu le dis, j'aime le sang. Tu aimes combattre, tu aimes la confrontation. Comme si tu avais quelque part aussi une revanche à prendre sur la vie. Tu as parlé de ton bégaiement tout à l'heure, dont tu parles d'ailleurs sans aucune honte, sans aucune gêne. C'est ça qui te porte aussi au quotidien, à porter constamment la réponse dans la cage aussi à tes détracteurs? Il y a ça, puis aussi mon enfance. J'ai pas eu une enfance facile. Comme je l'avais dit sur Chill and Fight, mon père nous a abandonnés tôt. Donc ma mère a dû élever 5 gosses toute seule, avec un salaire de 1 600 € par mois pour payer une maison, l'électricité, plus nourrir ses gosses et tout. Et moi, j'ai pris ça de ma mère, cette force qu'elle a jamais lâché l'affaire. Elle a tout fait pour qu'on mange, pour qu'on soit habillé. Donc je prends ça d'elle. Et moi, comme je l'ai toujours dit depuis le début, c'est que mon objectif, c'est qu'elle ne travaille plus. Donc je fais tout ça pour elle aussi. Donc c'est lui rendre la monnaie, sa pièce. Donc voilà, c'est dû à ça aussi. C'est ton combat aussi aujourd'hui. Et est-ce que tu travailles justement aussi ton image, alors sans nous dire ce que tu nous réserves vendredi soir pour ton entrée dans la salle au Zénith, mais tu nous avais régalé avec cette entrée sur Walking Dead. Est-ce que tu réserves encore quelque chose de particulier pour vendredi? Est-ce que ça te plaît justement aussi de faire ce show et de montrer ce visage-là? Franchement, ouais, ça me plaît de montrer cette image-là, parce que maintenant, le MMA, c'est aussi du show. On doit faire le show dans la cage et en dehors de la cage. Je trouve que cette image de Negan me ressemble bien. Et ouais, ce vendredi, ça va être une grosse surprise. Je ne peux pas en dire plus, mais ça sera comme le Tall Zénith, une entrée spectaculaire. Les autres, j'espère que vous êtes prêts à rivaliser du coup. Moi, ça se fait naturellement au feeling. Moi, à chaque fois, je suis au feeling et c'est ce qui marche le mieux en vrai de vrai. Tu vois. Mais chacun a une image différente et c'est bien parce que ça fait du show plus pour le public. Et si on se concurrence là-dessus, ça nous permet de surpasser en fait. Et ça met que de la hype sur nous-mêmes en fait. C'est-à-dire que la lumière que Paul il va mettre, elle va retomber sur moi. Celle que Théo il va mettre, elle va retomber sur moi. Samba, elle va retomber sur moi. Et comme moi, je vais redistribuer à eux. C'est très bien de réfléchir comme ça. Ouais. C'est la meilleure strat. On va nourrir. C'est mort, ils sont morts. Ouais, fini. Est-ce que tu as un adversaire en tête que tu aimerais affronter, toi, à l'Hexagone, un mec que tu aimerais prendre? Je viens de te dire, depuis que je suis à l'Hexagone, j'ai refusé personne. Absolument personne. Premier combat, j'ai pris Rémi Bourgeois, qui avait fait une grosse carrière amateur. On a fait un combat spectaculaire de ouf. Deuxième combat, j'ai pris Raphaël Pemga, qui était champion du monde de kick ou de Muay Thai, je sais plus. On n'a pas parlé chinois, on l'a pris. Troisième combat, j'ai pris Gabriel Ruiz, qui était en 6-2, qui avait battu Axel
arrivé avant, donc je l'ai pris. Là, quatrième, non, c'était 5e combat. Non, 4e, j'ai pris Polydor, qui était un bagarreur. On n'a pas ronché non plus. Ensuite, j'ai pris un Vénézuélien, je ne sais plus comment il s'appelle. Et non, dans le viseur, on va dire que dans la KT des 70, il y a Jason Owen, il y a Mathias Poiron, il y a Bivol. C'est des noms que je veux prendre, comme il y a aussi David Sipra. C'est des noms que je veux prendre et je pense que ça pourrait être des combats intéressants, tu vois. Je suis en 5-0, par exemple, Jason Owen, il est en 3-0, je crois. Sipra, pareil, il est en 4-5-0, tu vois. Bivol, c'est un gros nom d'hexagone. Après, la finalité, c'est Varela, tu vois. C'est celui qui a la ceinture, là. Exactement. C'est Varela qui a la ceinture, là? Ouais. Ok, d'accord. Et le classement qu'ils avaient fait, c'est quoi? Il y a qui? Il y a Varela en premier? Bivol en 2e, je Bivol crois. en 2e? C'était qui en 3e? Je sais pas si c'est moi ou pas. Je sais pas. Ok, après? Après, t'as Jason Owen. Il est en tout toi? Ouais, je crois, ouais. Ouais, bah, bon, après, c'est logique, il a monté combat hexagone. Après, Mais en vrai de vrai, ouais, ça sera un bon. Ouais, ça sera Tu vois, c'est ça. il y a le beau affrontement dans la catégorie 70. C'est ça- quelle la catégorie la plus fournie, la hexagone? Je pense Il y a la que 70? 70, 77 aussi, hein? Non, je suis un mytho. De toute façon, c'est vous, les grosses KT. 70, 57, 61, bah, oublie. c'est vous qui venez de remplir les KT. Ouais. Mais Mais je pense que c'est 70. 70, il y a du monde un peu. Ouais. 66, 61, ça va. Je pense que c'est entre 66 et 77. Entre 77, ouais. 66, 70, 77. 84 aussi un peu. Mais en général, c'est ça partout. Dans Ouais, toutes c'est les vrai. KT, Ah ouais. dans Non, tout c'est le vrai, monde. 70 et 77, c'est Ouais. vrai qu'ils sont, sont beaucoup. ils sont bien relevés. Nous, franchement, il y a de bons combattants dans ma catégorie. Bah, tu veux dire, Même comme, si je pense être meilleur que tout le monde. Mais... moi, comme je l'ai dit, je prends. Ouais, je refuse personne. c'est qui ton affrontement de rêve là que tu veux là tout de suite là si... Chacun, on va se mouiller. On fait un Allez. call-out tout de suite, c'est quoi? Vas-y. On dit qui là dans le circuit hexagone? Dans le circuit hexagone. Hmm. Un seul ou on peut dire 2, 3 Dis tout. Comme tu veux, voilà. Moi, franchement, Bivol, je kifferais. Owen, je kifferais. Sipra, je kifferais. Varela, pour terminer, je kifferais aussi. En vrai, le top 5, Ouais, le quoi, top 5, tu vois, ouais. comme bah, le top 5. T'as des noms toi, Polo? Moi, je connaissais que Baris dans ma KT. Il Ouais. est parti. Ouais. Et c'était celui qui avait la ceinture. Donc là, autrement, dans ma KT, je connais personne. Donc après, je commence en plus ma carrière amateur, mais j'ai envie de prendre tout ce qu'il y a dans la KT. Ouais. Je vais juste prendre step by step, Ouais, step by monter step, ouais, tranquillement. c'est ça, ouais. Mais je connais même, je savais même pas qu'il y avait un classement. Mais en fait, sur les, j'ai En même fait, pas non, je regardé. crois que vous dans Je votre crois côté, il y qu'on a n'a pas de pas. classement. C'est Ouais, ça, non. en fait. Ouais, y a C'est pas. ça que je vous disais tout à l'heure. Nous, on n'a pas vu le classement. Donc je crois que c'est que chez les grosses KT. Ouais, c'est que c'est nous. Et- Ouais, nous, il vient de sortir là. Bon, moi, ils m'ont erroné mon nom dans le classement parce qu'ils m'ont mis, je crois, 5e. 5e, sachant qu'ils ont mis quoi au-dessus? Toi, Il y a, t'as 3 combats. ouais, il y a 3 combats chez Hexagone. Mais au-dessus, il y a. Comment il s'appelle? Djibril, un mec de la Hatch, qui est 4e. Il y a Alix aussi. Que je voulais déjà Moi, quand je suis arrivé directement, il a fait le combat contre Odena en novembre, je crois. Ouais. J'ai dit, je veux le vainqueur de ce combat. Tu vois? Et le vainqueur, moi, j'ai cru que c'était Odena qui allait gagner. Bon, c'était mitigé, mais du coup, c'est Djibril qui a gagné. Mais il y a Odena qui a répondu présent. Ses managers. Hatch, je me rappelle, Hatch, il a dit dans une interview, il a dit oh, Wally, on prendra Wally quand on sentira que Djibril est prêt. J'ai fait, ok, bon, éliminé, vas-y, tranquille, pas grave. J'ai pris, qui? J'ai pris Rivaldo Pereira, un bon combattant avec un gros parcours amateur. Il va arracher sa tête vite fait. Il y a eu quelques polémiques sur le combat, etc. Dans tous les cas, j'ai gagné au point où on regarde le combat, je l'ai arraché. Après, j'ai pris Salou Alizada. Là, je prends Alex Taj 3e. Là, j'ai dit, je vais monter dans le ranking parce qu'il me fait monter en ranking. C'est-à-dire, lui, il faut que je vais taper soit le 2e ou le 1er, ou la ceinture directement. C'est-à-dire que là, Mathieu Chaumont, il a la ceinture pour l'instant. Je ne sais même pas c'est qui, je ne sais même pas il sort d'où. Et je ne sais pas comment il a atterri avec la ceinture. C'est-à-dire que, déjà, on doit rétablir l'ordre. Moi, j'ai un vrai parcours. Et puis, je pense que je le prendrai et j'arracherai sa tête. Après, des autres combats dans la catégorie qui sont... En vrai, dans la catégorie, il n'y a pas vraiment intéressant. Mis à part si je vais chercher dans les catégories en dessous, si c'est pas Théo, si c'est pas... Il n'y a pas de... Il n'y a personne. Catégorie au-dessus ou sinon, en 84 aussi. C'est bien, tu fais pas de coaching. Comme un amateur, tu arrives, tu prends double champ. Je sais que 70, j'ai pas envie. Je pense que je peux le faire avec un régime strict à l'année. Mais moi, je kiffe la vie, frère. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, mon ref, je veux mon plaisir personnel, je veux pouvoir manger. Je veux manger. Tu perds déjà combien pour aller en 77? 13, non 90, là, je suis parti 90.
Même 4, je suis un dingue, déjà 13, tu 90 rajoutes 7, tu fais 20 kilos. 20 kilos, frère. Oh, mais, tu vois, c'est 70, c'est trop. Après, tu prends vraiment à l'avance, mais. Tu connais, je mange tous les jours African Fusion. Tu connais, on doit aller, s'en va. Tout de suite, là. Frère, c'est dire qu'au bout d'un moment. Moi, je kifferais de ouf. C'est vrai. Où African Fusion? Bien sûr, tu sais que. C'est méchant. Une fois, putain, comment ça s'appelle? Du tiep. Foutou banane. C'est méchant. On en parle, j'ai jamais goûté ça, j'ai trop goûté. T'as jamais goûté? Avec les doigts. Vendredi soir, on y va. Vendredi soir, tout ça va. On sent que vous avez faim quand même, messieurs. Ça parle beaucoup de nourriture depuis le début de cette émission. On arrive bientôt à la fin, messieurs, mais une dernière question un petit peu plus philosophique presque. Si vous deviez choisir aujourd'hui entre la gloire ou l'argent, qu'est-ce que vous choisiriez? L'argent. Fort. L'argent. Malheureusement, c'est ça qui va mettre nos familles à l'abri, qui va permettre d'avoir la liberté, d'être libre en termes de localisation, de temps. La gloire, c'est bien, mais c'est un temps. Ouais, c'est un temps, et puis on t'oublie, les gens s'y passent à autre chose. C'est pour faire plaisir aux autres. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, je veux vivre la vie. Si on fait ça, on fait autant de sacrifices, c'est pour partager avec notre famille et voilà, donner à notre famille, donner aux gens qu'on aime. Copier-coller, tout pareil. Ouais, c'est vrai. Moi, honnêtement, là-dessus, je suis partagé. Mais c'est vrai qu'il y a une phrase de PNL où il disait en vrai de vrai, la célébrité, c'est nul, frère. Quand c'est l'argent, la gloire. C'est la gloire, c'est la même chose, la célébrité, la gloire. En fait, tu sors limite. Tu sais, je vais prendre un exemple pour que les gens comprennent. Tu sais, tous les jours que toi, tu vas sortir, c'est dangereux de fou. Parce que tu regardes ta vie privée. C'est ça, exactement. Et quand tu sors dehors, on va dire, je te croise toi, je te souris tranquillement, je te croise toi, je te souris. Je croise Samba, j'ai croisé 10 personnes dans la journée, je suis un peu aigri, je vais le parler un peu froidement, il va aller sur les réseaux. Oh, mais lui, il est... Mais on reste humain après tout, c'est-à-dire qu'en soi, il y a des fois, c'est difficile. On sort avec des jets, on s'entraîne 2 fois par jour. On ne peut pas être toujours présent pour les gens. C'est-à-dire qu'en finalité, la gloire, c'est bien parce que le MMA, c'est un sport où on va chercher de la lumière, quoi. Mais aujourd'hui, c'est parce que la gloire, elle appelle à l'argent. C'est-à-dire qu'en soi... Pourquoi on va chercher la lumière dans la MMA? Parce que la lumière est égale avec l'argent. Mais si on disait demain, là, tu récupères de l'argent, tu fais plus de la MMA ou pas? Si là, aujourd'hui, je récupère de l'argent? Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent? Beaucoup d'argent. T'arrêtes la MMA? Ça, c'est une question qui en fait, la question serait qu'est-ce que je ferais d'autre? Honnêtement, en étant jeune, là, je pense que jusqu'à au moins 26 ans, je continue les MMA. Ouais, de ouf. Mais moi, la fougue, je l'ai. Ouais, mais la fougue, je l'ai pour aller chercher l'argent. Pour aller chercher le sommet. C'est vrai. Peut-être que moi, me battre, je t'ai dit, dans mon profond intérieur, je suis en paix avec moi-même. J'ai pas besoin de me battre en vrai. Je kiffe. Là, je continuerai de m'entraîner, ça, c'est certain. Je me buterai à la salle, je continuerai à faire du MMA, à me taper parce que j'adore ça. Est-ce que je ferai les efforts de perdre le poids, de rentrer dans la cage, faire le cutting, faire le show, tout me mettre en avant? Pas sûr. Ça, à voir. Okay. Mais la passion, elle reste là. Mais c'est tellement d'efforts et de sacrifices, de dévouement pour vraiment être performant et atteindre le très haut niveau. C'est particulier. C'est vrai. Au moins, vous êtes quasiment tous d'accord. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été dans le vestiaire ce soir. On arrive à la fin de cette émission. J'espère que ça vous a plu. Vous étiez parfaits. J'avais rien à faire. C'était super. On vous rappelle, on vous rappelle le rendez-vous vendredi soir, Hexagone MMA 34. Ce sera au Zénith de Paris, 19h sur la chaîne Twitch d'RMC Sport pour la carte préliminaire, 21h sur RMC Sport 1 pour la carte principale. Et on sera évidemment au rendez-vous, messieurs, pour vous voir à vendredi soir. Du coup, merci beaucoup d'avoir été avec nous. À vendredi, l'équipe. On est ensemble. Vendredi, la victoire. Le point levé, let's go. Ah non, c'est carré.